Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour l'actu football du jour. On est le jeudi 11 juin 2026 et c'est le début de la Coupe du Monde les amis. Donc je suis très content de faire ce live ce matin. J'espère que vous allez tous très bien. On continue notre semaine pour ce début de la Coupe du Monde. Euh, on est venu discuter avec vous de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Le match d'ouverture de cette compétition avec le Mexique-Afrique du Sud. On va en parler évidemment les amis. Mais avant ça, j'espère que vous allez tous très bien, déjà que vous passez une bonne semaine. Bientôt le week-end, donc encore quelques jours avant ce gros week-end de début de Coupe du Monde. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Au sommaire aujourd'hui, comme je le disais, premier jour de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc, on va parler du match d'ouverture, potentiellement on va aller checker qu'est-ce qui va se passer lors de cette cérémonie d'ouverture aussi, si ça intéresse des gens. Sinon, on parlera que football. Salut à Vincent qui est déjà présent sur le live. Merci beaucoup d'être présent directement. J'espère que tu vas bien. En tout cas, donc je le disais, on va parler de Mexique-Afrique du Sud, le Mexique face à l'Afrique du Sud, comme un air de revanche du Mondial 2010. Donc on va parler de ce match. Memo Ochoa va-t-il jouer ce match? Sera-t-il titulaire dans les cages mexicaines? Le gardien, l'ancien gardien d'Ajaccio, pour ceux qui se souviennent, qui va disputer sa 6e Coupe du Monde, je crois que c'est ça, à 40 ans. Donc on verra. L'ouverture de la Coupe du Monde ne se fera pas dans l'allégresse à Mexico, capitale marquée par une forte contestation sociale. Évidemment, on peut être content du début de cette Coupe du Monde, mais il y a plein de choses à dire autour. Voilà. Donc, pour ce match d'ouverture, après on parlera rapidement aussi des matchs amicaux qui ont encore eu lieu hier soir, hein. Il y a des équipes qui n'ont même pas encore décollé pour les États-Unis. C'est l'exemple du Portugal, de l'Angleterre, ils sont déjà aux États-Unis, mais le Portugal, je crois qu'ils sont toujours, enfin qu'ils étaient toujours chez eux et qu'ils jouent, je sais pas quand ils jouent exactement les Portugais. On verra ça évidemment. Sans parler de FIFAchisme. Évidemment, on part directement sur des termes comme ça. C'est vrai que la FIFA, catastrophique depuis quelques temps, avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc le match d'ouverture. Évidemment, on fera un petit point sur les Bleus. Statut de grand favori et dernière danse de Didier Deschamps. Le rêve américain des Bleus avant la Coupe du Monde. Donc, est-ce que les Bleus sont bien favoris pour cette Coupe du Monde ou parmi les favoris? On en discutera peut-être une des dernières fois avant le début de l'entrée des Bleus en lice. Donc on en parlera. On parlera aussi des matchs amicaux, donc je disais hier soir, avec l'Angleterre qui conclut sa préparation au mondial en dominant le Costa Rica. Je crois que c'était sur une pelouse assez catastrophique où il y a eu une tempête, un truc comme ça. J'ai pas vu le match, j'étais plus sur le Portugal, moi, qui a poursuivi son sans faute avant le mondial et s'impose face au Nigeria, donc on en parlera. T'as vu la rumeur Van Noot a fait Feyenoord? Non, j'ai pas vu la rumeur du tout de Van Noot a fait Feyenoord. Ça serait triste, hein, parce que moi j'aime beaucoup ce joueur de l'OGC Nice, hein, donc j'aimerais bien qu'il reste. Mais c'est vrai que s'il a l'occasion de partir à Feyenoord, ça peut être une opportunité pour lui. C'est vrai qu'il y avait l'Algérie aussi. On va en parler, pardon, j'ai oublié nos frères. Nos frères algériens qui jouaient, c'était où? Voilà, contre la Bolivie, 4-0. Je suis même pas tombé sur le résumé, mais on en parlera évidemment. Hop, le Bolivie-Algérie. Voilà, après il y a encore des matchs amicaux ce soir, mais bon, c'est plus forcément des équipes qui concernent le mondial. Donc on disait euh, Algérie-Bolivie, Portugal, Nigeria, Angleterre, Costa Rica. C'était les matchs qu'il y avait hier soir. On disait l'équipe de France favorite ou non de ce mondial. On va parler aussi de 3 joueurs, voire 3, 4, 5 joueurs, les dernières compétitions de légende du football, quoi qu'on en dise. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Neuer pour ces stars. La Coupe du Monde 2026 sera sans doute la dernière. J'imagine qu'il y a d'autres noms aussi qui vont être cités. Je vois du Mohamed Salah, Sadio Mané, Luka Modric, voilà, du Riyad Mahrez, tout ça. Donc on va en parler évidemment de cette dernière Coupe du Monde pour ces légendes. Voilà, après,
Petite info sur l'équipe marocaine, Eze Abdé et Naïef Aguerd déclarent forfait pour le mondial. Donc ils sont remplacés par Amin Zbahi et Marwan Saadan. Donc on va en parler évidemment. Évidemment, c'est une petite info importante quand même, hein, Naïef Aguerd, titulaire indiscutable de cette équipe du Maroc, et Eze Abdé aussi quand même. Donc voilà, gros coup dur pour cette équipe marocaine, hein, qui jouera contre. Je crois que l'ouverture pour eux, c'est contre le Brésil, si je dis pas de bêtises, samedi soir. Évidemment, sous les yeux, j'ai toujours mon petit guide de la Coupe du Monde. Donc, si vous souhaitez parler d'une sélection en particulier, eh ben, on pourra le faire. Vous me dites et on essayera de discuter d'une sélection qui vous intéresse. Il s'est passé quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au Maroc, mon ami? Par rapport au Maroc, bah, Eze Abdé, il s'est blessé lors du dernier match de préparation, si c'est ta question. J'ai plus je crois que c'était contre la Norvège, si je dis pas de bêtises. Salut à Manager, pardon. Manager FR qui est présent sur le live. Bienvenue à toi. Donc oui, pour le Maroc, si c'était ta question, Eze Abdé, il s'est blessé pendant le match de qualification. Et je crois que Naïef Aguerd, il était blessé déjà en fin de saison avec l'Olympique de Marseille. Il a juste été trop court, hein, il ne pourra pas participer. En tout cas, je vous donnerai les infos que j'aurai. Mais je vous dirai de toute façon. Bref, le Japon, la poule de la mort. Alors le Japon, ils sont dans quelle poule? C'est vrai que je crois qu'ils ont une poule assez chiante, le Japon, hein. On va aller voir ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Comme ça, les Marocains ont tout donné devant la Norvège, c'était leur niveau max. C'est con de tout donner sur des matchs de préparation. Ils auraient dû peut-être lever le pied, perdre un Eze Abdé pour les Marocains. C'est chiant, hein, c'est plutôt un bon joueur, et parmi les cadres de cette équipe, hein. Donc c'est un peu dommage pour les Marocains de perdre. S'ils ont vraiment tout donné, c'est dommage. Le Japon, on m'a parlé du Japon, je vois pas le Japon. Japon, Suède, Pays-Bas, Tunisie. Effectivement, je crois qu'on en a parlé la dernière fois de cette poule, parce que c'est une des poules qu'on pouvait rencontrer en fonction du parcours de l'équipe de France, s'il finissait premier, deuxième ou troisième. Ouais, chiant pour le Japon. Après, moi, je les vois bien finir peut-être troisième, voire deuxième, hein, dans leur poule, hein. Les Pays-Bas sont plutôt favoris dans cette poule. La Tunisie, c'est la Tunisie que je vois bien finir quatrième. Et après, ça se joue entre le Japon et Suède. Après, je peux me tromper, mais c'est un peu ce que je vois. On dirait la même poule de 2010. Alors là, je ne saurais pas vous dire les poules de 2010. J'avoue que mon expertise n'a pas retenu ça. Mais c'est possible. Donc on disait quoi? Oui, donc Coupe du Monde évidemment. Donc si vous souhaitez qu'on parle d'une équipe en particulier, n'hésitez pas. Peut-être d'une sélection. Pays-Bas, Japon, Danemark, Cameroun. D'accord, ok. Ok, à prendre en note, hein, mais ça ne nous aidera pas dans la lecture de cette poule du Japon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, du coup, le guide de la Coupe du Monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas, questions, affirmations, chat TikTok, Twitch, vous me les posez, vous avez des choses à dire, vous me les posez. Après, on aura quand même un passage hors Coupe du Monde, évidemment, parce qu'il y a le mercato qui va pas tarder à s'ouvrir, hein. Il y a déjà plein de spéculations, on le voit avec le Real de Madrid, on en a parlé hier, ça bouge. Les petites infos mercato que j'ai retenues, évidemment, on ira sur le compte de notre Italien favori, Fabrizio Romano, pour voir quelles sont les infos qu'il nous a sorties avant cette Coupe du Monde. Et on parlera, je suis tombé sur ces infos. Manchester United estime Sandro Tonali à 70 millions de livres. L'AC Milan envisage une offre aussi. Donc potentiellement, on sait que Sandro Tonali, il est courtisé par pas mal d'équipes. Donc on en parlera évidemment. Après, qu'est-ce qu'on a? On va être sur un niveau record, près de 8 millions de tonnes d'émissions. Ah oui, j'avais oublié de parler de ça. Sur la Coupe du Monde aussi, une Coupe du Monde ultra polluante, hein, à l'ère de 2026, réchauffement climatique et tutti quanti, vous connaissez. Eh ben, la Coupe du Monde risque d'être l'une des Coupes du Monde les plus polluantes de l'histoire. Donc, pas bravo à la FIFA, hein, pour ce genre de stats. Encore une fois, sachant que bon, après c'était évident, sur 3 pays comme ça assez immenses, tous les déplacements pour les matchs, c'est sûr que ça allait être une coupe du monde polluante. C'est pas vraiment du sportif, mais c'est important d'en parler quand même, hein. On fait nos petits écolos quand même parce que c'est à noter.
Donc je disais, après les infos mercato, Alvaro Arbeloa pourrait profiter de la nomination de José Mourinho au Real Madrid pour rebondir à Fulham. Et oui, parce qu'effectivement, l'entraîneur de l'entraîneur de Fulham, Marco Silva, est parti remplacer José Mourinho du côté de Benfica. José Mourinho, vous le savez, a signé du côté du Real Madrid, et donc Alvaro Arbeloa, dans ce cercle, pourrait rejoindre Fulham, donc club de première ligue pour Alvaro Arbeloa. Très bon rebond, je pense qu'il est pas, sa cote n'est pas cramée dans le football mondial. Ça reste un jeune coach. Peut-être ça a été compliqué de gérer des égos. Donc, pourquoi pas Alvaro Arbeloa en première ligue, hein. Euh, on parle de coach à l'étranger, mais des coachs en France aussi. Habib Bey, toujours là pour l'instant, pas de Bruno Genesio du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, L'incertitude quant à sa participation en Ligue Europa pour l'OM. Donc, Habib Bey, pour l'instant, est toujours coach de l'OM. Et qui peut potentiellement se projeter pour la saison prochaine euh, dans le sud de la France, hein. Donc on verra ce qui est dit dans cet article, hein. Normalement, les sanctions pour l'OM de l'UEFA, ça devait être annoncé aujourd'hui, donc peut-être dans l'après-midi. Ça prend un peu de temps, hein. L'UEFA regarde très très minutieusement le dossier de l'OM. Donc pour l'instant, on ne sait pas si ça va être une expulsion pour l'OM de la Ligue Europa. En tout cas, on en parlera juste après. Levée des mesures de la DNCG, arrivée de Dembaba, prolongation à venir de Didier Digard, Le Havre prêt pour une nouvelle ère. On l'a appris hier, Didier Digard allait re-signer du côté du Havre. On parlait du jeu des coachs en Ligue 1 avec Alexandre Dujeu qui rejoint Lorient, Stéphane Gilly qui rejoint Angers. On parlait aussi de... comment ça s'appelle? Bah, on parlait de l'OGC Nice, évidemment. Vous savez que on est des suiveurs assidus de l'OGC Nice. Donc, pour l'instant, voilà, Didier Digard était une piste aussi pour coacher l'OGC Nice. Ben, pour l'instant, on n'a toujours pas de coach, hein, ça ne bouge pas. Et de plus en plus d'options disparaissent pour voir le nouveau coach de Nice. Donc, on en parlera évidemment du nouveau projet quand même du Havre, avec Dembaba en tant que directeur sportif. On le rappelle, Mathieu Bodmer a quitté le club. Et on va parler aussi d'un football. Alors, pour finir sur la Ligue 1, Ligue 1 Plus, désormais seul diffuseur de la Ligue 1, dévoile les prix de son nouvel abonnement et son dispositif. On en parlera, hein, ça sera pour la saison prochaine, hein. On prépare déjà la saison prochaine. On essaye de mettre un petit dispositif pour la Coupe du Monde, mais j'avoue que j'ai pas forcément eu le temps de faire plein de choses. Mais pour la saison prochaine, les amis, on reviendra extrêmement fort, je vous le dis. Et donc la Ligue 1 qui prépare eux aussi leur nouveau dispositif pour la saison prochaine. Donc on est déjà en préparation pour août. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le football chinois, c'est l'équipe qui a fait un peu un comment on appelle ça? Un dossier ou un petit article en tout cas sur le football chinois qui s'est un peu écroulé. Le star disparu, salaire plafonné, sélection à la peine. Pourquoi le football chinois est-il à la dérive? On se souvient un moment, avant tout ce qui est Arabie Saoudite et pays du Golfe, c'était la Chine, l'Inde qui était le nouvel Eldorado des retraités du football européen. Donc voilà, on en parlera si on a le temps pour cette fin de live. Voilà, le sommaire a été plutôt long, donc qu'est-ce qui a été dit déjà dans le chat, les amis? Alors, les équipes intéressantes en Afrique sont la Côte d'Ivoire et l'Algérie, le reste flop. Waouh, je suis pas forcément d'accord. Déjà, il y a le Sénégal. Le Ghana peut être une équipe intéressante, malgré les changements qu'il y a eu, hein. Il y a une belle génération au Ghana. Euh, Après, évidemment, la Côte d'Ivoire, hein, je les sens pas plus sereins que ça non plus, même s'ils ont battu l'équipe de France. Je suis pas sûr que ça soit énorme, la Côte d'Ivoire. J'espère, en tout cas, pour les éléphants. Euh, le Sénégal, très très grosse équipe, même s'ils ont une préparation assez moyenne, hein, je trouve, le Sénégal. Et après, l'Algérie, pour l'instant, ça me paraît... on verra, on va en parler, hein. Ils ont gagné 4-0 contre la Bolivie, ils ont battu les Pays-Bas lors des matchs de préparation. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour leur retour en Coupe du Monde de cette équipe algérienne? On en parlera, je ne suis pas le plus convaincu non plus, mais on essaiera d'en discuter. Quelle équipe va flop? Si des Français se blessent et des joueurs sont en réserve, on peut les rappeler. Oui, effectivement. Alors, là, je crois que les listes, c'est fini, si je dis pas de bêtises. C'était peut-être le dernier jour avant les blessures. Après, là, s'il y a des blessures, je suis pas sûr que tu puisses appeler des joueurs. Je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs médicaux, c'est pour ça qu'ils ont fait des listes à 26 aussi.
Je suis pas sûr qu'il y ait des jokers pour la suite de la compétition, mais on pourra peut-être juste. Et le Maroc, évidemment, c'est vrai que j'ai oublié le Maroc. Désolé. Euh, je sais pas s'il y a des. Je vais checker s'il y a des jokers médicaux. Coupe du Monde. Ah, ah, j'ai pas l'impression, hein, je crois pas, hein. Depuis 2011. Hein, quoi? On parle de Coupe du Monde de rugby, là? Je crois qu'il y en a pas, hein. Je crois que vu que c'est des sélections à 26, il n'y aura pas de joker médical pour les sélections. Euh, juste, les stades d'entraînement sont pas ouf. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de soucis avec les stades d'entraînement. Déjà, avec la Suisse, je crois que c'est le pire, hein. C'est une île aux serpents. Il y a eu un incendie à côté du complexe de la Suisse. L'Angleterre, il me semble qu'il y a eu une fusillade à quelques mètres du centre d'entraînement. Euh, et après, évidemment, il y a aussi les conditions climatiques aux États-Unis, hein. On sait que c'est un territoire où il peut y avoir pas mal de tornades, de trucs comme ça. Donc, là aussi. Et après, je crois que le Japon. Alors, le Japon, c'était un centre d'entraînement avant de rejoindre les États-Unis. Mais je crois qu'au Mexique, ils avaient eu des terrains. Vraiment, c'était des terrains de campagne, quoi. Euh, Effectivement, salut à Gara SafeSide, j'avais pas vu qui était présent sur le live. Bienvenue mon ami, j'espère que tu vas bien. On a gagné 4-0 hier. Effectivement, on va parler de l'Algérie et donc le Maroc évidemment, on parlait des équipes africaines. Merci à Eric aussi pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Voilà, juste avant de commencer le live aussi, petit point promo. Donc merci déjà à Eric pour le follow, mais n'hésitez pas, pardon, à venir follow la chaîne TikTok évidemment, la chaîne Twitch, on est en live aussi. Je le rappelle sur Twitch, vous pouvez voir mon écran, c'est peut-être un peu plus facile pour vous aussi c'est peut-être plus fluide de voir de quoi je parle. Évidemment, ça nous aide beaucoup en plus sur Twitch, hein. Vous pouvez follow, c'est gratuit sur Twitch. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire aussi, hein. Ça nous aide beaucoup pour faire évoluer notre média. Et donc, il y a aussi la chaîne YouTube, la chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. Vous avez toutes les rediffusions des anciens lives, les autres vidéos que l'on avait faites précédemment. Les plateformes de podcast, si vous préférez nous écouter, que vous êtes dans le métro parisien ou dans le tram ou peu importe, dans le train ou chez vous ou en train de courir, vous pouvez nous écouter sur les dernières rediffusions, évidemment. Et qu'est-ce que j'oubliais aussi? Oui, tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Thread, X, venez nous follow. Voilà. On va pouvoir démarrer ce live tranquillement. Le sommaire a été fait. Voilà, on a pris quasiment une demi-heure pour faire un sommaire. Mais en tout cas, on va pouvoir démarrer. On va revenir sur les matchs amicaux déjà d'hier soir. Et après, on parlera de l'ouverture de cette Coupe du Monde. Donc hier soir, l'Angleterre a battu le Costa Rica 3-0. Voilà, le Costa Rica qui n'est pas, je crois pas, hein, qualifié pour cette Coupe du Monde. Euh, les Anglais qui les ont battus 3-0. Tout, classement. Non, pas de Costa Rica, hein. Il y a toutes les équipes possibles, mais pas le Costa Rica. Donc, pour les Anglais, victoire 3-0. But de Rice. Dès la 9e minute, un but de Anthony Gordon, nouveau joueur du Barça, hein, on le rappelle. Anthony Gordon qui a signé pour quasiment 80 millions d'euros, je crois. Et en toute fin de match, Oli Watkins. Donc, encore une fois, le match de préparation, beaucoup de changements lors de ce match, hein, on le voit. Quasiment tout le banc est rentré en Angleterre. Pourquoi mettre AliExpress? Au niveau de la compo, voilà, est-ce qu'il faut sifier, pas sifier? On avait Pickford dans les cages, O'Reilly à gauche, James à droite. En défense centrale, Johnston, Sconsa. Au milieu de terrain, Rice, Elliot Anderson, lui aussi qui est dans pas mal de rumeurs de transfert. On parle de lui pour 110 millions du côté de Manchester City.
et qui a fait une bonne saison du côté de Nottingham Forest. Après, en attaque, on avait Noni Madueke à droite, à gauche, Anthony Gordon, Jude Bellingham derrière l'attaquant et Harry Kane devant. Sur le banc, hein, très belle génération de l'Angleterre, malgré les nombreux absents. Eberechi Eze, on a Morgan Rogers, Bukayo Saka, Marguerite, Marcus Rashford, Oli Watkins, Kansa Mainu et Burn et Jet Spence pour cette sélection anglaise. Il y a quand même Jordan Anderson dans cette sélection anglaise, mais pas de Cole Palmer, je trouve ça assez fou. On avait Livramento aussi, Ivan Toney aussi qui avait été appelé, qui n'est pas rentré. Donc voilà, pour le parcours de l'Angleterre, non, enfin, parcours de l'Angleterre, lors de la préparation de cette équipe anglaise, qui est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, les Anglais ont battu la Nouvelle-Zélande 1 but à 0 et là 3-0 contre le Costa Rica. Évidemment, évidemment, pas grand-chose à retenir de ces matchs amicaux. Disons que j'ai pas vu le match hier, j'étais plus sur le match du Portugal. Donc on va parler de ce match du Portugal hier, 2 buts à 1. Le Portugal voilà, qui a dû faire un vrai match hein, contre cette équipe du Nigeria, même si l'intensité était pas folle. Euh, le Portugal euh, poup, poup, poup. Ok. Le Portugal qui a battu le Nigeria 2 buts à 1, un but de Pedro Neto à la 23e et Conceição à la 75e minute. Là aussi à la mi-temps, le sélectionneur espagnol, c'est Martinez hein, qui est bien sélectionneur. Voilà, Roberto Martinez, j'ai oublié son prénom, qui a fait pas mal de changements aussi. L'entrée de Nuno Mendes, Samu Costa, João Félix, Ruben Neves, Renato Vega, Araujo, Conceição, Bernardo Silva, João Cancelo. Donc voilà, on le voit, hein, le Portugal, je sais plus qui m'en a parlé, mais beaucoup de monde m'en a parlé. Parmi les favoris dans cette Coupe du Monde, même si c'est eux aussi des floppers éternels, on voit ils ont une très très belle équipe, un très bon 11, très belle sélection, hein, avec Costa dans les cages, Ignacio Diaz en défense centrale. Même s'il y a eu, je sais pas qui défend sur le but du Nigeria, mais c'est très très mal défendu, il me semble que c'est Ignacio. On a Diogo Dalot à gauche, à droite, Nelson Semedo. Donc des joueurs qu'on a l'habitude de voir, hein, ça commence à être un groupe qu'on a l'habitude de voir côté Portugal. Vitinha, Neves au milieu de terrain, hein, les deux craquitos du Paris Saint-Germain. À droite, Trincao, qui a très très bien relancé sa carrière après son départ du Barça, hein, qui a été plutôt un flop côté Barça. Pedro Neto, évidemment Bruno Fernandes en attaque, hein, vous voyez le petit maillot pour rendre hommage à Manchester United, même s'il n'a jamais porté, hein, c'était il y a beaucoup plus longtemps, bref. Et évidemment Cristiano Ronaldo, hein, le vieux père euh, qui ne lâche pas le steak dans cette équipe du Portugal. Après, au niveau des entrées, on voit, hein, il y a toujours un banc assez conséquent côté Portugal, on les a cités. Donc, vraiment une équipe très intéressante hein, qui a dû quand même s'employer pour aller gagner contre le Nigeria qui n'est pas qualifié aussi pour la Coupe du Monde. Donc, donc voilà. Portugal, on va aller voir aussi leur préparation, la préparation de nos amis portugais. Victoire 2-1 contre le Chili, victoire 2-1 contre le Nigeria. Euh, voilà, hein, pas des matchs faciles, hein, ils sont allés dans le dur, il y a eu des cartons rouges de chaque côté. Lors du match contre le Chili, genre, ça doit être sur une bagarre, je pense. Euh, et donc, ça va être, cette équipe du Portugal va être très intéressante à suivre. Pourquoi ça bug comme ça? Ok. Et pour la poule du Portugal, voilà, RD Congo, Ouzbékistan et Colombie. Donc, le Nigeria n'avait pas ses joueurs. Le Nigeria avait totalement ses joueurs, les amis, hein. Euh, si on retourne sur la compo du Nigeria, bon après on s'en fout, ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde et de toute façon ils sont en vacances. Mais bon, il y avait quand même les joueurs, Akor Adams, Dele Bachirou, Moïse Samon, Alex Iwobi, Ndidi, Bassé, Ajayi, Okoye. Bon, c'est quand même c'est plutôt sur le banc qu'il n'y avait pas forcément la sélection nigériane, mais ils étaient quand même là. Onyedika, Terem Mofi.
Donc voilà, pour le Portugal, donc on disait la poule RD Congo, Ouzbékistan et Colombie, hein, les Portugais doivent finir premiers sans difficulté normalement de cette poule. Ce sera quand même compliqué, même si la RD Congo, ça reste quand même en dessous. Et la Colombie reste en dessous, mais se méfier aussi de la Colombie. Mais normalement, ça devrait bien se passer pour l'équipe portugaise. Donc voilà, sur les autres matchs amicaux aussi, donc il y avait, après Pakistan, hein, Irak, Venezuela, tout ça, c'était hier. Il y avait l'Algérie qui jouait contre la Bolivie. L'Algérie qui fait une bonne préparation quand même, hein, avec une victoire 4-0 hier. But de Aïssa Mandji, Amin Gouiri, Hadj Moussa. Et doublé d'Amin Gouiri, pardon, et un but de Hadj Moussa. Hadj Moussa qui a marqué sur les matchs de préparation. On voit le 11 de l'Algérie. Alors, je sais pas si ça sera le 11, ça m'étonnerait quand même. Mais avec Ben Bot dans les cages, Aïssa Mandji, Chergui en défense centrale. À gauche, Aït Nouri. À droite, Abada. Au milieu de terrain, quand même, belle équipe de crack, hein, Boudaoui, Ibrahim Maza, Ben Taleb, et en attaque, Romain Amoura, Ben Bouali et Riyad Mahrez. Après, là aussi, pas mal d'entrées. Des joueurs qui n'étaient pas présents lors de la CAN, hein, il me semble que Gouiri, il n'était pas là. Oussem Aouar aussi, qui s'était blessé juste avant la CAN. Mais après, on revoit des Hadj Moussa, Zerouki, c'était là. Boulbina, c'était là. Belgali, il me semble qu'il était là aussi lors de la CAN. Tout, 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 tout. Voilà, donc plutôt pas mal pour cette équipe d'Algérie. L'Algérie, on le rappelle, qui a l'Argentine dans sa poule. Au niveau des résultats, donc ils ont battu les Pays-Bas. Plutôt pas mal sur un beau but de Hadj Moussa. Donc plutôt une bonne préparation pour l'Algérie, évidemment, se méfier. Euh, mais voilà, la poule de l'Algérie, Argentine, Jordanie, Autriche. Donc, je pense que l'Argentine est favorite pour cette poule, mais l'Algérie peut finir normalement deuxième sans trop de soucis. Je pense qu'ils sont meilleurs que l'Autriche. L'Autriche je sais même pas qui joue en Autriche. Et bon, la Jordanie, on va pas leur manquer de respect, mais j'avoue que je connais très peu de Jordaniens. Y a pas Moussa Altamari, il est pas jordanien? Le joueur de Rennes. Pou, 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 pou. Ah, c'est ça, Moussa Altamari, il est bien jordanien. Et après, le reste, je ne connais pas forcément. Et donc, pour l'Autriche aussi, dans la poule de Autriche, toujours très compliqué. Après, c'est des équipes qui ressemblent un peu aux sélections allemandes. C'est un peu une petite Allemagne, mais voilà, il y a quoi? Il y a David Alaba, Kevin Danso, euh, Christophe Baumgartner, Chouko Omeka, Konrad Leimer. Il y a des joueurs, hein, quand même. Il y a des noms. Marcel Sabitzer. euh, Marco Arnautovic, toujours là, le vieux père. Coaché par Ralph Rangnick aussi. Donc là aussi, il faut faire attention. Donc voilà, belle petite équipe de l'Autriche, mais je pense que l'Algérie doit finir deuxième de cette poule. Merci à Coach John pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick. Bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Donc voilà, sur les matchs amicaux, on peut se dire qu'on peut mettre fin aux matchs amicaux. Ça y est, on va rentrer dans la compétition dès ce soir avec le Mexique-Afrique du Sud. Premier match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2026. Mexique-Afrique du Sud. Je crois que c'est le même match du coup que 2010, hein, d'après ce que j'ai compris. J'avais totalement oublié en plus cette histoire. Mais voilà. Match d'ouverture ce soir, 21h. Évidemment, ça sera diffusé sur beIN et M6. Donc pour ce match, alors c'est pas le match d'ouverture, le rêvé non plus. Il y a une cérémonie d'ouverture, normalement il y a une cérémonie d'ouverture. Il y a beaucoup de chances qu'on voit Shakira. Cérémonie d'ouverture. Ouverture, Coupe du Monde 2026. Voilà. Trois chauds. Trois chauds. Shakira, sécurité renforcée. À quoi faut-il s'attendre lors de la cérémonie d'ouverture? Hein, hein. Donc c'est au stade Azteca de Mexico, hein, vous le savez.
Pou, 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 pou. Alors, 19h30 les amis. Il doit avoir lieu 90 minutes avant la première affiche du mondial opposant le Mexique. Une cérémonie d'ouverture au goût latino-américain. Comme tous les 4 ans, le spectacle sera assuré par un show pyrotechnique, mais aussi les performances de stars internationales. 19h30, hein, le début de la cérémonie. Merci à Neketsu pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Alors, sont attendus parmi lesquels Shakira, J Balvin ou encore Alejandro Fernandez. Ce dernier interprétera l'hymne mexicain, tandis que l'hymne sud-africain sera chanté par la chanteuse née à Johannesburg, Tyla. La star colombienne Shakira et le chanteur nigérian Burna Boy seront les têtes d'affiche de cette cérémonie. Ensemble, ils interpréteront notamment Dai Dai, l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2026. Le papel picado, un art mexicain utilisé notamment lors de la fête des morts, sera mis à l'honneur. Plus de 80 000 spectateurs doivent assister à cette cérémonie d'ouverture. 14 000 personnes y assisteront gratuitement grâce à des concessions accordées à des milliers de particuliers lors de la construction du stade. Ok. Une soirée menacée par des manifestations, la sécurité renforcée. Si l'heure est à la fête, à quelle heure du lancement cet événement planétaire, une menace se plane sur la cérémonie d'ouverture. Des manifestations ont éclaté aux alentours du stade d'Azteca, chargé d'accueillir la rencontre. C'était mardi, hein, pour ceux qui se souviennent. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi bloqué les accès à l'enceinte où aura lieu le show d'avant-match. Des enseignants revendiquaient une augmentation de salaire et l'abrogation d'une loi sur les retraites, ce que le gouvernement mexicain rejette. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a assuré ce mercredi que tout était sous contrôle pour la tenue des événements. Des milliers de policiers patrouillent dans les rues pour tenter d'assurer la sécurité. Belle ambiance. Ambiance festive, hein, au Mexique. Plusieurs hélicoptères et des milliers de policiers seront déployés lors de cette soirée inaugurale. 3 shows pour le prix d'un. En plus de la traditionnelle cérémonie d'ouverture, deux autres shows vont avoir lieu au Canada puis aux États-Unis. C'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier show aura lieu au BMO Field de Toronto avant Canada. Bosnie-Herzégovine programmée à 21h heure française. Le chanteur français VG Dream est notamment attendu. La fête se prolongera quelques heures, j'imagine. Plus tard, dans un dernier show au Sophie Stadium de Los Angeles où Katy Perry est annoncée. Celui-ci est prévu à 1h30 dans la nuit de vendredi à samedi, avant la rencontre opposant les États-Unis au Paraguay. Ces 3 cérémonies d'ouverture s'organiseront autour d'un fil rouge unique, mais chaque pays organisateur de l'événement pourra l'adapter à ses codes culturels, assure la FIFA. Super. Super. Je sais même pas, hein, c'est quoi la musique de cette Coupe du Monde. J'ai entendu que c'était Shakira évidemment, mais alors est-ce que je l'ai écouté? On va l'écouter ensemble, les amis. Désolé, y a même pas de son. Je suis un sauvage. Alors, attendez, hein. Pourquoi y a pas de son? Ah, mais je suis con. Microphone, d'accord, ok. Ok, c'est bien. Ah, ok. Sorry les amis. Ok, est-ce qu'on peut se remettre l'hymne de la Coupe du Monde? Est-ce que ça marche? Pas du tout. Pourquoi ça marche pas? Ah, là ça marche, non? Non, pas du tout.
grosse ambiance. Ah, mais je suis con. Ah, d'accord. Ah, là, ça marche. Voilà, tout ça pour rien. Bon, en tout cas, voilà, super musique de Shakira, on s'en tamponne. Bref, on va revenir aux sportifs quand même, les amis. Si on entend, nous. Ah, ok, pardon. Ok. Ouais, vous deviez entendre grâce au micro. Ok. Bref, on s'en fiche. Super musique, les amis, si vous voulez aller streamer, ça va être génial. On va passer, du coup, quand même, au match. Alors, sur le match Mexique-Afrique du Sud, le Mexique 14e nation FIFA, l'Afrique du Sud 60e, qui fait toujours des beaux parcours en CAN, on le rappelle, l'Afrique du Sud, le Mexique. Voilà, à part la Gold Cup, il me semble pas que je les vois souvent dans les trophées internationaux. Cette équipe de... Alors, les compositions probables, je vais vous les donner parce que j'avoue que je connais pas forcément bien ces équipes. On aura un 4-1-4-1 euh, de la part de notre sélection mexicaine avec Rangel dans les cages, Vasquez Montes en défense centrale. Après, il s'adapte au- merde, aux compositions qui ont été faites pendant les matchs amicaux, donc c'est pas souvent représentatif. Donc on voit Sanchez à droite, Gallardo, je les connais pas, hein. Alvarez. Alors Alvarez, c'est celui la, de Fenerbahçe, pardon, Edson Alvarez. Au milieu de terrain, Gutiérrez, Lira et Raúl Jiménez. Là, pour le coup, on connaît. Merci à Sabos pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick. On a Quinones à gauche et Alvarado à droite. On va essayer de voir un peu mieux cette sélection mexicaine pour voir qui pourrait être potentiellement titulaire. Est-ce que Memo Ochoa déjà sera titulaire? C'est la question. On a un petit article sur ça. Euh, on va aller plutôt sur Transfermarkt. Mexique. Alors, Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa. Oh, en défense, on a des Joan Vasquez, César. J'avoue que je ne connais pas un seul foutu joueur, hein. Israël Reyes, Jorge Sanchez. Donc Edson Alvarez, c'est le capitaine de cette sélection. On a Eric Lira, Luis Chavez, Obed Vargas. Il joue à l'Atlético, d'accord. En plus, c'est une sélection d'anciens quand même, hein. Il y a très peu de jeunes. Qui est Alvaro Figaldo. Gilberto Mora, alors lui, ça serait un des cracks annoncés pour cette Coupe du Monde. À voir s'il est titulaire. Il a 17 ans, c'est un 2008, les amis. Et après, on attaque. On a Alexis Vega, César Huerta, Roberto Alvarado, Santiago Jiménez. Alors, l'attaquant du Milan AC. Et après, le reste, Raúl Jiménez, évidemment. On l'a dit. La dernière équipe de départ. Ok. Moi, je ne sais pas trop à quoi me fier. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre aussi dans cette équipe mexicaine, coachée par Javier Aguirre. Écoutez les amis, on verra ça, on essaiera d'en parler. Alors demain, comme ça j'y pense, demain peut-être que le live sera plus tôt, si j'arrive à me lever, parce que je pourrais pas faire de live, ou peut-être l'après-midi, mais ça sera sur téléphone et pas trop bien organisé, mais potentiellement, ou demain matin très tôt, ou live l'après-midi sur le téléphone. Côté Afrique du Sud, voilà, pour parler de ce match évidemment et des matchs de la journée, même de la nuit. Est-ce qu'il y a des matchs cette nuit? Cette nuit, on a Corée du Sud, République tchèque et Canada, Bosnie-Herzégovine. Ça sera demain soir. Euh,
Vraiment 3 matchs, hein, qui font pas du tout rêver, on va être honnête. Et après côté Afrique du Sud, voilà quelques joueurs, dont j'avais entendu parler, les 2 attaquants Apolis et Foster et après le reste, j'avoue que là aussi je suis un peu, débordé. Afrique du Sud. Ah merde. South Africa. OK. Alors, pour la sélection sud-africaine, ils jouent tous déjà au pays, j'ai l'impression, à part Lyle Foster qui est l'attaquant de Burnley, et il joue aux Orlando Pirates. Ouais, il y en a un qui joue aux États-Unis. Ouf, alors vous dire que je connais cette équipe, ça serait mentir. Ok, bon ben voilà, on suivra ça en tout cas de près. Je vous mens pas les amis, je connais pas les joueurs du tout, je peux pas vous dire. Je sais que l'Afrique du Sud a fait souvent des bons parcours, au moins à la CAN. En Coupe du Monde, c'est un peu plus mitigé, donc on essaiera d'en parler demain en live sur le match de la nuit aussi. Avant d'aller sur notre revue de presse concernant le match du Mexique, on a Corée du Sud, République Tchèque. Là aussi, vous parlez de ce match, ça va être compliqué parce que je connais pas forcément. Je crois que les sélections Tchèque et Corée du Sud, déjà, je peux un peu plus vous en parler. Donc déjà, South Korea. Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud, qui est-ce qu'on a dans cette sélection? Je me suis mis un doigt dans l'œil comme un putain de triso. Alors, on a Ichan Wang, le joueur de Wolverhampton. Yang Yu-ho, le joueur de Fulham, j'avoue, je connais pas forcément. Bon, évidemment, le capitaine Hugminson. Là, pour le coup, on connaît. Est-ce qu'il va être capable de porter une nouvelle fois cette équipe de Corée du Sud? Ils avaient fait plutôt un bon parcours sur. C'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Pourquoi tu me fais ça? Après, sur les autres joueurs, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Kang In-lee, évidemment. Le joueur du Paris Saint-Germain, très bon joueur. Jen Kastrop. Wow. Pas du tout un nom sud-coréen, pour le coup. Jen Kastrop, c'est qui ce mec? Jen Kastrop, ouais, d'accord. Ah, il est coréen-allemand. Coréen-allemand, Jens Kastrop qui joue du côté de Fribourg. Ok. Et après, on a Kim Min-jae. Donc voilà, il y a un peu un gros joueur à chaque poste, enfin à chaque ligne du terrain. Mais pareil, je ne saurais pas vous dire comment ça joue cette équipe de Corée. Il me semble que c'est un jeu plutôt offensif. Je crois qu'ils ont tendance à gagner l'espèce de Ligue asiatique. Mais évidemment, on verra ça pour cette équipe de Corée. Pour la République tchèque. République tchèque. Tchéquie, ah oui, d'accord, c'est vrai. Au niveau des joueurs, on a Matej Kovar, gardien d'Eindhoven, Lukas Hornicek, gardien de Braga. Non, c'est Braga? Non, c'est Standard de. Oui, c'est Braga, c'est ça. Pop, 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 là aussi, hein, compliqué de sortir des joueurs. Thomas Soucek de West Ham. Hum, Pavel Souch, évidemment. À mon avis, c'est l'un des leaders offensifs de cette équipe quand même. Patrick Schick aussi, le joueur de Leverkusen. Ouais, c'est en attaque où il y a un peu plus de noms qui ressortent côté République tchèque. Mais là aussi, c'est pas la sélection qui me vend le plus de rêves, je vous avoue. Euh, donc voilà pour ce match cette nuit. Alors, est-ce que vous vous lèverez ou pas pour mater le Corée-République tchèque? Bon courage, 4 heures du match les amis. On n'est pas ensemble. Je vous le dis, on m'attrape sûrement le résumé ou peut-être une mi-temps.
Et après, le Canada-Bosnie-Herzégovine, si on a le temps, on en reparlera demain après-midi. Donc voilà, pour ce match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, parce que c'est plutôt ça qui nous intéresse. Déjà au niveau des cotes, évidemment les amis, on fait extrêmement attention si on parie pas la maison, le PEL ou les études des enfants. Mais ça nous aide, ça nous donne toujours une petite indication. Donc le Mexique est largement favori dans ce match. En plus, ils sont à domicile dans le stade Azteca. Donc ça me paraît plutôt normal. 1,40 de cote pour le Mexique et je vois du 9, 7,50 pour l'Afrique du Sud. Alors, concernant cette revue de presse, si je me remets sur mes articles, Mexique face à l'Afrique du Sud comme un air de revanche du Mondial 2010. C'est un article d'Eliott Lafleur pour Flashcore. Pour la troisième fois de son histoire, le Mexique va accueillir une Coupe du Monde sur son sol ce jeudi soir. Le match d'ouverture va nous transporter 16 ans en arrière. L'Amérique centrale est assurément une terre de football. En 70-86, deux super pages de l'histoire se sont écrites. Le Brésil de Pelé et l'Argentine de Maradona ont triomphé au Mexique et en amont, El Tricolore a déjà ouvert un mondial devant son public. C'était en 1970 lorsque les Mexicains avaient affronté l'Union soviétique le 31 mai dans le stade Azteca, l'une des plus belles arènes footballistiques du monde. 16 ans plus tard, cette même entre avait accueilli un autre match d'ouverture, mais le pays hôte n'y avait pas pris part puisque c'était le tenant du titre qui était prié de lancer les hostilités. Cette règle est restée en vigueur jusqu'au mondial 2002. L'Italie championne en 82 avait donc commencé face à la Bulgarie aussi un 31 mai. Ce jeudi, on ne sera pas le dernier jour du 5e mois de l'année, ok, mais la ville de Mexico va bien recevoir un match d'ouverture pour la troisième fois de son histoire. Le monde entier espère du spectacle, mais la loi des séries nous fait pourtant croire le contraire. Le 11 juin 2010, le Mexique affrontait l'Afrique du Sud pour la troisième fois. Toutefois, celle-ci revêtait une dimension particulière, la première rencontre en Coupe du Monde sur le continent africain. En effet, il y a 16 ans, ces deux sélections s'étaient déjà croisées à Johannesburg. Au coup de sifflet final, l'illustre défenseur central Rafael Marquez avait permis à sa sélection de prendre le point du match nul après avoir égalisé à la 79e minute en étant à la réception d'un centre au second poteau de la part d'Andrés Guardado. C'est Sifewe Tchabalala qui avait enchanté son public 24 minutes plus tôt. Salut à Trustus, merci encore une fois pour les cadeaux d'hier, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue une nouvelle fois sur ce live, et merci beaucoup, bon live à toi, merci beaucoup. Si vous avez des questions, des informations, je vois que le chat est un peu calme en ce moment, n'hésitez pas, Twitch, TikTok, venez discuter. Parce que là, le petit monologue sur Mexique, Afrique du Sud et Corée du Sud, République tchèque, c'est un peu long, mais on est obligé d'en parler. Au bon souvenir de soirée historique en vue, une affiche d'un match d'ouverture de Coupe du Monde va se rejouer pour la première fois depuis 1930. En revanche, pour la sélection mexicaine, c'est la 6e fois qu'elle va lancer un mondial après France-Mexique 1930, 1950 Brésil-Mexique, 1958 Suède-Mexique, 1970 Mexique-URSS, 2010 Afrique du Sud-Mexique et donc 2026 Mexique-Afrique du Sud. Pour sa 6e expérience de ce type, El Tricolore peut enfin briser sa malédiction. En 5 matchs, la sélection mexicaine n'a jamais gagné. Bah voilà. Ce jeudi, devant son public, elle peut réparer une erreur historique. Faire mieux qu'en 2010 est aussi une possibilité quand il s'avère que le Mexique était déjà favori à Johannesburg. À l'Azteca, le contexte sera bien plus favorable pour performer. En ce sens, le vétéran Raúl Jiménez, 35 ans, va devoir emmener ses coéquipiers vers un succès espéré depuis longtemps. C'est une revanche attendue alors que les Mexicains ont toujours brillé à domicile. En 70 et en 86, ils avaient atteint les quarts de finale, et puis ils ont échoué 7 fois au stade des huitièmes de finale. Par ailleurs, leur sélectionneur actuel Javier Aguirre, revenu sur le banc en 2024, était déjà présent le 11 juin 2010 pour l'ouverture du premier mondial africain. Les clins d'œil sont nombreux pour une affiche qui ne risque pas d'enchanter les foules sur le plan du jeu. Il y a 16 ans, les Bafana Bafana avaient su résister à la pression, bien aidés par le déploiement de Vuvuzela. Dominés, ils avaient ouvert le score et concédé finalement le point du nul. Ce jeudi sera probablement difficile de faire mieux, mais l'histoire de la Coupe du Monde a déjà prouvé le contraire. Combien d'équipes ont gagné leur premier match d'ouverture? Oh là 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 là, tu m'as eu là. Alors déjà, faut se rappeler que ça a été dit dans l'article que auparavant, ce n'était pas forcément les pays hôtes qui gagnaient, enfin qui
qui participaient au match d'ouverture, mais plutôt les équipes qui remportaient le mondial lors de la précédente édition. Alors, si tu veux la stat, je l'ai pas. On peut essayer de la trouver grâce à notre petit ami ChatGPT rapidement, parce que là, j'avoue que. euh, Allez. Vainqueur match d'ouverture. Match d'ouverture sur Coupe du Monde. On va faire d'abord la petite recherche Google avant de. L'histoire des matchs d'ouverture à la Coupe du Monde. Ah, c'est sur le site de la FIFA. Parfait. Ok, ok. Il fait un temps. Alors, en 1930, la France a gagné contre le Mexique. Le mondial était. Hum, hum, hum. Alors voilà. En 1930, c'était en Uruguay, mais c'est la France qui avait gagné le match. 34, c'est l'Italie qui avait battu les États-Unis 7 buts à 1. Pas cadeau. Alors là, c'était en Italie. 1938, Suisse-Allemagne, un but partout. C'était en France, au Parc des Princes. 1950, Brésil-Mexique, 4-0 pour le Brésil au Brésil. 1954, Yougoslavie-France en Suisse. 1958, Suède-Mexique en Suède, victoire de la Suède. 62, Chili-Suisse, Chili-Suisse, pardon, 3 buts à 1 à Santiago au Chili. Les années stériles, c'est sans doute la période où la prudence a pris le pas. Oh la vache. Rien ne sait prévoir le 0-0 entre l'Angleterre. Ah, ok. Dans 66 à 78, il n'y a eu que des 0-0, d'accord. 82, Belgique-Argentine en Espagne, victoire de la Belgique. En 86, Italie-Bulgarie au Mexique, enfin match nul du coup. 90, Cameroun-Argentine en Italie, victoire du Cameroun contre l'Argentine. 94, Allemagne-Bolivie aux États-Unis, victoire de l'Allemagne. 98, Brésil-Écosse, victoire en France du Brésil. Sénégal-France en Corée en 2002, victoire du Sénégal, vous vous souvenez de ça évidemment. 2006, Allemagne-Costa Rica en Allemagne, victoire de l'Allemagne. Afrique du Sud, match nul entre le Mexique et l'Afrique du Sud. 2014, Brésil-Croatie, victoire du Brésil 3 buts à 1. 2018, Russie 5-0 contre l'Arabie Saoudite à Loujniki, au stade Loujniki à Moscou. Donc voilà pour cette petite stat sur les matchs d'ouverture. On continue. Ochoa va-t-il jouer? Aguirre entretient le mystère avant le début du Mexique. Un article de Josias Pereira pour Flashcore. À quelques heures des très attendus débuts du Mexique à la Coupe du Monde 2026, l'entraîneur Javier Aguirre a opté pour la stratégie du silence tactique et du mystère. Lors d'une conférence de presse très suivie, le sélectionneur mexicain n'a pas dévoilé les 11 joueurs qui débuteront le match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Interrogé à plusieurs reprises par les journalistes sur le fait de savoir si la composition définitive était déjà arrêtée, notamment concernant la présence du vétéran gardien Guillermo Ochoa, Javier Aguirre a préféré entretenir le suspense. Le joueur va disputer sa 6e Coupe du Monde. J'ai une idée très claire des 11 joueurs qui seront sur le terrain, a résumé le sélectionneur. Mais nous sommes prêts à toute éventualité. Nous avons essayé durant cette période de soumettre tous les joueurs à différents tests de bons filtres pour comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de football. Il faut garder un équilibre émotionnel face à 100 000 personnes, face à 1 milliard de téléspectateurs, face à toute décision injuste ou à toute situation climatique. Aguirre a tenu à protéger son groupe, mettant en avant l'esprit collectif plutôt que les individualités. Selon lui, la force du Mexique dans cette Coupe du Monde réside dans la capacité de résilience et la préparation psychologique de tout effectif pour affronter la pression des tribunes. Au-delà de l'aspect tactique, on retiendra aussi la profonde émotion et la gratitude d'Aguirre de retrouver la plus grande scène du sport 40 ans après avoir défendu son pays sur le terrain lors de la Coupe du Monde 86. El Vasco revient dans le mythique Stade Azteca dans un rôle différent mais avec la même passion. Il a décrit la sensation de voir le monstre de béton plein à craquer comme un véritable miracle dans sa carrière professionnelle et personnelle. C'est un privilège, oui, je le ressens ainsi, je me sens privilégié. Aujourd'hui, j'ai des petites filles qui viendront au match. Il y a 40 ans, je venais de me marier. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience, je relativise beaucoup de choses. J'ai plus d'amis, j'ai perdu des proches
qui ne peuvent pas être ici et qui nous regarderont d'ailleurs. Revivre cette scène aujourd'hui dans un autre rôle me pousse à remercier chaque jour. J'en suis extrêmement reconnaissant, a-t-il confié visiblement, ému en retraçant le parcours qui fait de lui le seul footballeur mexicain à avoir vécu 2 Coupes du Monde à domicile. Bon, pas plus d'infos sur Memo Ochoa par contre, hein. Il n'a pas forcément parlé de terrain. L'ouverture de la Coupe du Monde ne se fera pas dans l'allégresse à Mexico, capitale marquée par une forte contestation sociale. C'est un article de Bernard Lyons qui est présent à Mexico pour l'équipe. Annoncé fastueux et festif le début de la Coupe du Monde à Mexico ce jeudi, avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, risque de devoir jongler avec une météo incertaine et surtout un mécontentement social très important. Marie-Claudette Corny Ibarra ne comprend pas, alors que toute la famille s'était cotisée pour permettre à son fils d'aller au match d'ouverture de la Coupe du Monde ce jeudi soir entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Sergio Eduardo n'y assistera pas. En 1986, nous étions partis supporter l'équipe de France en famille à Léon, puis à Mexico, mais là, on ne peut même pas se payer un billet, se désole cette descendante des Barcelonettes. Les immigrés français d'origine de cette petite ville des Alpes de Haute-Provence partis partir au Mexique au 19e siècle. L'engouement pour le plus grand retour de la Coupe du Monde dans ce pays fou de football est tel que les 83 264 places pour le match inaugural entre le Mexique et l'Afrique du Sud se sont arrachées, en même temps que leur prix s'est envolé. Les dernières se négocient au marché noir entre 2000 euros et à plus de 6000 euros pour les mieux situés. Ce mondial désormais réservé aux riches laisse donc les moins fortunés sur le bas-côté. Putain. Les moins fortunés sur le bas-côté. Elle les incite même à battre le pavé au milieu de la route malgré une forte pluie s'abattant à cadence régulière sur la capitale mexicaine depuis plusieurs jours. Des milliers de manifestants ont marché vers le stade Azteca ce mardi, tandis que toute une armée de petites mains passait les derniers coups de pinceau et posait des pots de fleurs. Les enseignants demandent une augmentation de salaire et l'abrogation d'une loi sur les retraites. À l'appel d'un groupe dissident du syndicat de l'éducation CNTE, les manifestants exigent une augmentation de salaire et l'abrogation d'une loi sur les retraites. La vie est difficile pour beaucoup de Mexicains, confie Marie-Claudette, octogénaire et ancienne professeure au lycée franco-mexicain de Mexico. Elle a poussé les enseignants à venir avec leur famille s'installer dans un campement de fortune près du Zocalo, non loin du musée Memoria y Tolerancia, devant laquelle la FIFA a financé la statue d'une femme avec son enfant. Des plaques métalliques de 4 mètres de haut, rappelant tristement le mur de Berlin, ceinturent la place principale de la capitale mexicaine, décrétée temple du ballon, avec de splendides festivités en l'honneur de la Coupe du Monde de la FIFA. Super. Pour accéder au Nirvana selon la FIFA, il convient d'emprunter des portes servant de checkpoint, permettant ainsi aux policiers de filtrer les entrées de cette zone installée au pied de la cathédrale métropolitaine de Mexico. Photographes et caméramans mexicains portent également des casques et des gilets pare-balles en vue de couvrir la colère et la rancœur des Mexicains. La FIFA, tout comme l'État, les cristallise. On se souvient aussi, le climat aussi qu'il y avait eu lors de la mort d'un des pontes de la mafia mexicaine, hein. Enfin des cartels mexicains où il y a eu des explosions dans les villes de la Coupe du Monde, ça avait été assez tendu. Euh, mais bon, en espérant quand même que cette Coupe du Monde soit une fête. C'est pas fini, hein. Plusieurs statues d'El Paseo de la Reforma, la plus importante et emblématique avenue de la capitale, se retrouvent revêtues de banderoles sur lesquelles on peut notamment lire «Pendant que la FIFA réalise des bénéfices, les maires cherchent». Cette banderole renvoie aux 130 000 personnes disparues ou non localisées du pays, un chiffre qui a explosé depuis le début de l'année à la suite du déclenchement par le gouvernement de la guerre contre le narcotrafic. Nombre de ces desaparecidos disparus sont des migrants et des jeunes femmes. Très peu bénéficient d'une enquête approfondie pour les retrouver. Cette inaction de l'État pousse las Madres Buscadoras, les mères chercheuses, à parcourir les campagnes armées de pelles et de pioches à la recherche de fosses clandestines. Afin de contenir de possibles débordements engendrés par toute cette colère sociale, près de 100 000 membres des forces de sécurité ont été déployés dans tout le pays. Un prix que beaucoup de Mexicains n'étaient pas prêts à payer pour éviter de gâcher une fête du football contestée avant même d'avoir débuté. Alors là, c'est la vidéo des contestations qui ont eu lieu mardi.
Grosse ambiance au Mexique. Écoutez, en espérant que cette Coupe du Monde soit quand même une fête avec tout ce qui se passe en extra sportif. Euh, mais ça va être tendu, hein, ça va être une drôle d'expérience encore une fois, cette Coupe du Monde. On va parler quand même pour cette Coupe du Monde des Bleus. Statut de grand favori et dernière danse de Didier Deschamps, le rêve américain des Bleus avant la Coupe du Monde. Dites-moi déjà si vous mettez l'équipe de France parmi les favoris dans le chapeau 1 des favoris à la Coupe du Monde. Ça m'intéresse de savoir. Et nous, on va essayer de voir ce qui est dit dans cet article de Vincent Duluc pour l'équipe. Championne de monde 2018 et finaliste en 2022, l'équipe de France est l'une des principales prétendantes pour cette Coupe du Monde. Cela lui va rarement bien, mais tout semble réuni pour la dernière danse de Didier Deschamps. Dans ce jeu et dans quelques autres, l'étiquette de favori est un sparadrap qui colle au doigt, même quand on aimerait s'en débarrasser. Lors des retrouvailles à Clairefontaine au début de la préparation, Didier Deschamps a tenté de dire qu'il n'aimait pas ce qu'il entendait. Cette manière d'imaginer l'équipe de France au-dessus des autres, d'emblée à proximité d'une troisième étoile, loin de la prudence et de la réalité d'une Coupe du Monde qui sera ouverte à un tour de plus et donc à une occasion de plus de se prendre les pieds dans le tapis. Il n'a pas forcément tort parce que le temps passe et on oublie. On n'oublie pas pourtant que l'équipe de France championne du monde en 98 et championne d'Europe en 2000, qui devait dominer la Coupe du Monde 2002 avec ses meilleurs buteurs d'Angleterre, Thierry Henry, d'Italie, David Trezeguet et de France, Djibril Cissé, est rentrée chez elle après le premier tour sans une victoire, sans un but. Cela reste un bel exemple de gadin mondial d'un favori et de l'effet néfaste de l'euphorie sur un environnement. Il existe à travers les âges et à travers les sports une manière française d'être favori ou de ne pas l'être, et de surprendre dans tous les cas. En 2006, les Bleus finalistes avaient été escortés d'un pessimisme au long cours, au moins jusqu'au huitième de finale face à l'Espagne. En 2018, avant qu'ils ne deviennent champions du monde, ils n'étaient pas un favori du premier rang. Ah, ça ressemble plus à 2006 là pour le coup. Hein. Il y avait quand même des joueurs affirmés, des cracks à chaque poste. Mais un sacré pessimisme tout au long de la compétition, hein, on en a parlé tout au long des lives cette semaine, hein, il y a quand même pas mal de pessimisme autour de l'équipe de France qu'on essaye d'enlever petit à petit. On a également oublié ou non que le grand sujet de conversation face à la vague de forfaits qui avait précédé la Coupe du Monde 2022 consistait à savoir si les Bleus n'allaient pas étirer la longue série des tenants du titre éliminés dès le premier tour. Une revanche à prendre après la finale de 2022. Devenir champion du monde quand tout le monde l'annonce est une difficulté d'une nature considérable, un accomplissement assez peu français. Mais le problème, si l'on ose dire, est que tout est réuni pour le croire. Il y a cette incroyable constance moderne de l'équipe de France en Coupe du Monde, 4 finales lors des 7 dernières éditions, son statut au classement FIFA, son mois de mars franchement emballant face au Brésil et à la Colombie, tant avec les titulaires qu'avec les joueurs du banc, l'émergence de grands et jeunes joueurs à tous les postes, hormis les latéraux peut-être, et l'impact envisageable sur ce groupe de la dernière danse de Didier Deschamps. Alors que le spectacle 2018 avait aussi pris sa source dans la douleur de la finale de l'Euro 2016 perdue à la maison, une manière de plus jamais ça qui avait porté les Bleus. En Russie, on peut même estimer que la perte du titre mondial en 2022, sur une séance de tir au but et quelques centimètres sur l'occasion de Randall Colomani, sera un moteur 4 ans plus tard pour la moitié du groupe encore là. A contrario, les raisons d'atténuer cet optimisme et de rationner sont faibles, par-delà le handicap historique d'être favori ou le constat que les nations européennes ont remporté une seule des 8 Coupes du Monde organisées sur le continent américain, grâce à l'Allemagne en 2014. Au Brésil, on peut pointer la difficulté d'un premier tour plus compliqué qu'il n'y paraît, face au Sénégal et à la Norvège, même si une victoire sur l'Irak pourrait suffire, puisque les deux tiers des troisièmes de groupe iront en 16e de finale. Alors, si la France passe en 16e de finale grâce à une victoire sur l'Irak, ça me terrifie, hein, je vous le dis. Enfin, un système tactique offensif récompensé. Et on peut se demander, comme d'habitude, si ce système en 4-2-3-1, assez emballant, organisé autour de Michael Olise, au moins autant qu'autour de Kylian Mbappé, va démontrer, à rebours de l'histoire récente de la Coupe du Monde, que les organisations très offensives seront mieux récompensées que les défensives. Parmi les raisons diversement rationnel de s'inquiéter, on peut même se demander si on réussit mieux une phase finale en s'installant dans un hôtel en pleine ville à Boston que dans la forêt d'Istra avec les moustiques et les ours au nord de Moscou. Prolonger la fête avec le sacre européen du PSG.
Dans le prolongement du printemps glorieux du PSG, qui n'aura sans doute que 2 titulaires en bleu sur ses 5 sélectionnés, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, il est impossible quand même de ne pas faire de l'équipe de France l'une des 2 ou 3 grandes favorites de cette première Coupe du Monde à 48 équipes. Comme il est très tentant de rêver de voir Mbappé marquer un but en finale pour la 3e fois d'affilée, alors que la saison du Real l'aura laissé mieux préparé et reposé qu'avant l'Euro 2024. Il existe de magnifiques alternatives offensives, c'est vrai, mais assumer semblable pression dans une Coupe du Monde est un métier et cela a toujours été le sien. Tous ceux qui sont très affirmatifs aujourd'hui, tant pour dire qu'ils vont se planter lamentablement que pour dire qu'ils vont tout écraser, sont de grands prétentieux. La vérité, c'est que cette Coupe du Monde plus longue et sous une chaleur plus importante vu les horaires, va probablement être l'une des plus surprenantes de l'histoire, vu le nombre d'occasions pour les grosses nations de se planter. Très beau commentaire. Donc voilà, est-ce que la France est favori ou est-ce que la France va se casser la gueule? Dites-moi dans le chat les amis, hein, ça m'intéresse de savoir ce qu'il est dit. Ce qui est dit dans le chat, hein, évidemment. Euh, N'hésitez pas. Ok, donc ça c'était l'article sur l'équipe de France, on peut passer. Bon, on avait prévu des articles sur le match de l'Angleterre hier, mais on le passera, les amis. Euh, le Portugal aussi, on en a parlé juste avant. On va continuer sur. Je le rappelle, hein, si vous avez des questions, des sujets dont vous voulez parler, n'importe quoi, hein, même si vous voulez pas parler de foot ou d'autres choses, n'hésitez pas hein, dans le chat, venez parler sur TikTok, sur Twitch. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Sinon, on continue sur notre revue de presse concernant cette Coupe du Monde et les dernières Coupes du Monde, la dernière Coupe du Monde pour pas mal de joueurs quand même. Et les plus parlants, ça reste Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Neuer. Pour ces stars, la Coupe du Monde 2026 sera sans doute la dernière. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar et d'autres stars du football devraient disputer à partir de jeudi la dernière Coupe du Monde de leur immense carrière entre plaisir et pression. C'est un article de Régis Testelin pour l'équipe. Il sera finalement là, après avoir longtemps caché ses intentions. Lionel Messi, 38 ans, 199 sélections, 117 buts, va disputer cet été sa 6e Coupe du Monde avec l'Argentine. Avec l'objectif de la remporter et de faire le doublé, évidemment, 4 ans après le triomphe de l'Albi Céleste au Qatar. À quel niveau sera-t-il? Sa saison 2025 a été marquée par un titre en MLS avec l'Inter Miami et ses statistiques avec l'équipe floridienne parlent pour lui. 43 buts toutes compétitions confondues en 2025, 13 réalisations en 14 rencontres disputées en 2026. Il arrive à cette Coupe du Monde moins en forme qu'il y a un an, mais ce n'est peut-être qu'une question de dosage dans sa préparation. Ce sera également le 6e mondial de Cristiano Ronaldo, 41 ans, 227 sélections, 143 buts. Sauf que le Portugal ne l'a jamais gagné. C'est un peu maintenant ou jamais. Il y a 4 ans, CR7 était remplaçant lorsque son équipe s'est fait sortir en quart de finale par le Maroc. Et cette anomalie avait fait beaucoup de bruit. Sacré champion d'Arabie Saoudite avec Al Nasser, l'ancien madrilène revient cette fois dans la peau d'un titulaire. Lui non plus ne court plus beaucoup, mais lui aussi peut changer le cours d'un match. Neymar et Neuer de retour à point nommé. Moins connu mais tout aussi méritant, le Mexicain Guillermo Ochoa, 40 ans, 153 sélections, disputera lui aussi sa 6e Coupe du Monde. Il ne sera pas titulaire mais il jouera chez lui au sein d'une sélection qui n'a atteint les quarts de finale de l'épreuve qu'à 2 reprises, à chaque fois à domicile en 70 et en 86. 40 ans, c'est aussi l'âge de Luka Modric, 198 sélections, 29 buts. Le Ballon d'Or 2018, année au cours de laquelle la Croatie avait perdu en finale contre la France. Le joueur de l'AC Milan devrait dépasser le cap des 200 sélections durant la compétition. Il arrive en forme en dépit d'une fracture d'une pommette subie fin avril qui l'obligera à porter un masque. Il est probable qu'il s'agisse du dernier grand tournoi du milieu croate qui n'a toutefois toujours pas communiqué sur la suite de sa carrière. Il est probable que Neymar, 34 ans, 128 sélections, 79 buts, dispute aussi sa dernière phase finale et presque un miracle qu'il soit là. On a vu, hein, Messi, alors Messi c'était quoi? 38 ans, Ronaldo 41 ans, Guillermo Ochoa 40 ans, Luka Modric 40 ans et Neymar 34 ans, totalement cramé pour le football. C'est un miracle qu'il soit là. Un peu dur pour Neymar.
Mais le Brésilien, réclamé par tout le peuple brésilien autant que par ses coéquipiers, a gagné son pari. Carlo Ancelotti a fini par le prendre. Il a craqué sur la pression du peuple, Carlo Ancelotti. Après 2 ans et demi à l'écart de la Seleção, sa récente blessure à un mollet, apparemment en voie de guérison, n'est pas une bonne nouvelle. Il ne faudrait pas que le tournoi du Brésil tourne autour de ce feuilleton. Il y a eux, mais il y en a d'autres, dont l'Allemand Manuel Neuer, 40 ans aussi, 124 sélections. Après pratiquement 2 ans d'absence, le portier des champions du monde 2014 est de retour en sélection. Il disputera une 5e Coupe du Monde, égalant ainsi Lothar Matthäus. Et en plus, il sera titulaire aux dépens d'Oliver Baumann, 36 ans, le gardien d'Hoffenheim, qui s'y voyait déjà après avoir pris part au match de qualification en tant que numéro 1. Mané et Salah, les derniers feux des anciens Reds. L'Afrique verra aussi certains de ses héros fouler une dernière fois la scène planétaire, à commencer par le Sénégalais Sadio Mané, là aussi 34 ans, 126 sélections, 54 buts, vainqueur de la CAN 2021, idole au pays. L'ancien joueur de Liverpool avait suscité quelques doutes au cours des dernières années à cause de son âge et de son manque d'explosivité. Ils ont mis un que vainqueur de la CAN 2021. Pour l'instant, le Sénégal n'est toujours pas vainqueur de la dernière CAN. Mais la dernière Coupe d'Afrique au Maroc a été plutôt réussie et son influence sur le groupe s'est remarquée en finale lorsqu'il avait convaincu ses partenaires de revenir sur le terrain. Mané croisera peut-être Mohamed Salah, 34 ans le 15 juin, 114 sélections, 65 buts. Un ancien Red comme lui. L'Égyptien n'a jamais soulevé de trophée avec sa sélection et s'il serait plus qu'étonnant de voir les Pharaons triompher cet été, c'est tout de même un immense joueur qui va s'en aller. Le Belge Kevin De Bruyne, 34 ans, 119 sélections, 37 buts, va également débarquer pour un dernier tour de piste et il paraît qu'il est dans la forme de sa vie. Cette 23e Coupe du Monde de l'histoire devrait aussi être la dernière de l'Algérien Riyad Mahrez, 35 ans, 114 sélections, 38 buts, et du Bosnien Edin Dzeko, 40 ans, 148 sélections, 73 buts, de l'Anglais Jordan Anderson, 36 ans le 17 juin, 89 sélections, 3 buts, des Colombiens David Ospina, James Rodriguez, du Ghanéen né à Marseille Jordan Ayew, ou encore de l'Uruguayen Fernando Muslera. Donc voilà, tout ce beau petit monde participera sûrement à sa dernière Coupe du Monde pour leur sélection respective. Après, évidemment, c'est un peu les deux grosses stars. Messi et Ronaldo qui nous intéressent. Neymar, on sait qu'il va pas forcément jouer. Neuer, bon, il sera titulaire, mais Neuer, on a encore l'habitude de le voir en Europe, donc c'est plutôt cool. Et Luka Modric, qui devrait prolonger du côté du Milan AC. Voilà, pour l'info aussi, concernant la sélection marocaine, Amin Zbaye et Marwan Saadan appelés pour remplacer Naïef Aguerd et Eze Abdé. C'est un article de Julie Marchetti pour Flashcore. Ce jeudi matin, les médias ont révélé les forfaits de Naïef Aguerd et Eze Abdé. Amin Zbaye et Marwan Saadan sont convoqués pour les remplacer. Le Maroc perd 2 de ses joueurs juste avant le mondial. En effet, selon plusieurs médias, dont ESPN et Foot Mercato, Naïef Aguerd et Eze Abdé ne participeront pas à la compétition. Pour les remplacer, le sélectionneur Mohamed Ouabi compterait sur Amin Zbaye et Marwan Saadan. La sélection africaine fait partie du groupe C dans cette Coupe du Monde. Elle commencera par affronter le Brésil dimanche 14 à minuit avant de jouer l'Écosse et finit par Haïti. Donc voilà, 2 gros coups durs pour la sélection marocaine. Avec le forfait de Naïef Aguerd et Eze Abdé. On a toujours le guide de la Coupe du Monde sous les yeux. Si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à autre chose. Alors, on va juste finir sur un article pas du tout dans le sportif, mais plutôt intéressant. On va être à un niveau record. Près de 8 millions de tonnes d'émissions annoncées. La Coupe du Monde 2026 sera la plus polluante de l'histoire. En 2026, à l'heure du réchauffement climatique, les États-Unis, le Mexique et le Canada en ont rien à foutre. Organisée dans 3 pays, avec 48 équipes, cette Coupe du Monde s'annonce comme la plus polluante de l'histoire avec un bilan carbone 2 fois supérieur à l'édition 2022 au Qatar. C'est un article de Quentin Coldefi pour l'équipe. Le coup d'envoi du match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud a beau être donné ce jeudi soir, le football est pour l'instant loin d'être le sujet central de cette Coupe du Monde 2026. Alors que l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis et que les supporters de nombreux pays sont largement contraints dans leurs déplacements, l'environnement est un autre sujet d'inquiétude. Car ce mondial s'annonce aussi comme le plus polluant de l'histoire. Après, ça explique aussi, vu le nombre d'équipes, que c'est dans 3 pays énormes, immenses, pardon. Et donc, c'est à vomir cette Coupe du Monde de la honte.
Cette coupe de la honte, pardon. Ouais, ça, c'est un peu triste avec tout ce qui se passe au niveau, bon, au niveau déjà de l'immigration. Im- Immigration, ouais. Euh, et du coup, là encore, euh, au niveau de l'environnement, il y a pas mal de choses hein, négatives qui se passent autour. C'est vrai qu'on a du mal à trouver. Après, c'est un peu le jeu des médias de donner les infos qui ressortent. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'infos positives concernant cette Coupe du Monde en ce moment. À part que ça va être un beau spectacle de foot, on espère. Euh, mais sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de ressortir que du positif. Il y a eu des belles images quand même, l'accueil des joueurs espagnols au Mexique. Il y a eu deux, trois choses pas mal en dehors vraiment des matchs qui arrivent. Mais c'est compliqué. Alors, ce mondial s'annonce comme le plus polluant de l'histoire. Dans une analyse publiée en début de mois, Greenly, société lancée en 2019 et qui fournit une solution spécialisée dans le calcul de l'empreinte carbone d'environ 300 entreprises, évalue à 7,8 milliards. Alors, 7,8 millions de tonnes en équivalent CO2. Ok. Le bilan carbone du tournoi. Un chiffre issu d'un croisement entre des bases de données existantes et des estimations. On n'a pas inventé de méthodologie, partage Alexis Normand, cofondateur. Il y a beaucoup de bilans carbone d'événements, les JO, le mondial au Qatar, on a des données comparables. Par rapport au dernier grand rendez-vous sportif mondiaux, cette Coupe du Monde en Amérique du Nord devrait faire exploser les compteurs. Les près de 8 millions de tonnes d'émissions annoncées représentent plus du double du bilan officiel de l'édition 2022 au Qatar. Loin des 3,6 millions de tonnes de CO2 annoncées au moment de la candidature nord-américaine, il y a 8 ans. Les organisateurs et la FIFA se gardaient bien de comptabiliser les déplacements des supporters dans un mondial pourtant inédit par sa dimension géographique. 3 pays et 16 villes hautes, puis sportive, le format à 48 équipes et 104 matchs a été officialisé en 2023. Sachant qu'on parle lors de la prochaine Coupe du Monde, donc ça sera normalement Maroc, Espagne, Portugal, une Coupe du Monde à plus de 60 équipes, hein. Selon Greenly, ces trajets majoritairement aériens devraient peser pour 87% des émissions de la compétition. Ce n'est pas à l'organisateur de choisir ce qui compte ou pas. Il y a une méthodologie, sinon on ne peut pas comparer un événement à l'autre. Tacle Alexis Normand. J'ai l'impression qu'il y a une immaturité assez forte de la FIFA. L'estimation de l'entreprise française n'est pas la plus alarmiste. Selon une autre étude du think tank britannique New Weather Institute, mise en avant, mise en avant par le Shift Project, cette Coupe du Monde devrait atteindre les 9 milliards de tonnes de CO2, soit l'empreinte carbone annuelle d'environ 1,1 million de Français. La donnée colle là encore aux travaux de Davide Faranda, directeur de recherche en sciences du climat au CNRS, qui annonce une moyenne entre 7 et 8, avec un scénario haut à 9. C'est une estimation que même la FIFA aurait pu faire à la louche, affirme le scientifique. Il n'y a aucun doute qu'on va être sur un niveau record d'émissions. L'estimation initiale était complètement hors fourchette. En 2021, la FIFA avait pourtant profité de la COP26 pour s'engager à réduire de moitié les émissions, ses émissions en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Oui, oui, oui. Dans le cadre du programme Sport for Climate Action des Nations Unies. 2 ans plus tard, la Commission suisse pour la loyauté approuvait les plaintes déposées par 5 ONG accusant l'instance reine du football de greenwashing pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils refusent leur responsabilité, prolonge Alexis Normand à 4 ans de l'objectif affiché de diviser leur émission par deux. Ils les doublent, c'est bizarre. Et aucune amélioration ne se profile à l'horizon avec un mondial 2030 organisé sur 3 continents, Amérique du Sud, Afrique et Europe, pour lesquels la FIFA envisage une extension à 64 nations. On n'aura pas inventé des avions électriques d'ici là, ironise Davide Faranda. Il est clair qu'il y a une volonté de maximiser l'impact médiatique ou sur certains sponsors, mais absolument pas de minimiser l'empreinte carbone. Voilà pour l'empreinte carbone de cette Coupe du Monde. Encore une bonne nouvelle, hein, évidemment, euh, pour, euh, pour cette Coupe du Monde 2026. Bref, on va retourner sur le sportif. On va clore ce chapitre Coupe du Monde. Il est 11h36, donc ça fait quasiment 1 heure et demie qu'on est sur cette Coupe du Monde. On va quand même vous donner les dernières infos mercato, ce qui se passe un peu en Ligue 1 aussi. Et on va on va aller sur le compte X de notre Italien préféré, je vous le dis à chaque fois, Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, on connaît liqueur exceptionnel, évidemment, qui nous gâche toutes les surprises qu'on peut avoir dans le football. Mais
Mais voilà, on va essayer de trouver les dernières infos, euh, mercato avec lui. La prochaine Coupe du Monde au Maroc, Espagne et au Portugal, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Déjà, le nouveau coach de Wolverhampton avec César Peixoto, qui est le nouveau coach de cette équipe de Wolverhampton qui évoluera en Championship la saison prochaine, pardon, et qui a pour objectif, évidemment, de remonter en Première Ligue dès l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ok, ok. Ouais. Désolé, hein, je suis en train de checker. Ok. Bon, on peut mettre des effets. C'est quoi cette merde là? Waouh. Ok, comment j'enlève ça moi? C'est quoi cette merde? Je parle de sujets sérieux, on met des trucs comme ça moi? Ok. Ok, bref. On va rester comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait dire? Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ok, 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 ok. Ok, ok. Donc oui, sur les infos de notre ami Fabrizio Romano. Donc on a dit coach de Wolverhampton. Qu'est-ce qu'on a? Tottenham, le manager de Tottenham, Roberto De Zerbi, voit Pedro Porro comme un élément crucial du club, donc il ne veut pas qu'il parte, d'accord? Ok, Manchester City est optimiste pour le feu vert d'un nouveau contrat pour Josko Guardiol. Le deal va se faire avec le défenseur central croate. Voilà, Josko Guardiol va rester du côté de Manchester City. Euh, ok, putain. Alors, les mots de Alvaro Morata après son départ de l'Atlético Madrid. Quitter l'Atlético Madrid, ça a été ma plus grosse erreur. J'échangerai toute ma carrière pour un titre. Tous mes titres en carrière, sachant qu'il a gagné des Ligues des Champions et tout ça, pour un titre avec l'Atlético Madrid. C'est le club que j'aime. J'étais tellement heureux ici. Ok. Bah, ok. Le Bayern Munich est proche de signer Nathaniel Brown de l'Eintracht Francfort. Brown, Brown a aussi parlé avec Vincent Kompany. Tout est bon pour faire signer le joueur du côté du Bayern. Ok. Donc le coach de Wolverhampton, on l'a. Manchester United est en discussion avec plusieurs, enfin, dans la discussion avec plusieurs clubs pour signer Mateus Fernandes, le joueur de West Ham. José Mourinho aussi a mentionné son nom hier. Pas mal de clubs de Première Ligue montrent leur intérêt. Le prix annoncé pour le joueur est autour de 85 millions d'euros. Oui, alors désolé, j'avais pas répondu, mais oui, j'ai vu Ezal Zouli et Aguerd forfait pour la Coupe du Monde, remplacé par les deux joueurs. Putain, j'ai oublié les noms. Euh, mais oui, effectivement, ils sont par Sbahi et et Marwan Saadan pour le Maroc. Tout, 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 tout. Manchester City va envoyer une nouvelle offre pour Elliot Anderson à 106 millions de livres, plus 15 millions de bonus à Nottingham Forest. Nottingham Forest a fixé son prix à 100 millions de livres pardon, pour vendre le milieu de terrain. Manchester United est aussi intéressé. Donc voilà, toujours pas de nouvelles. Il devrait signer, je pense, du côté de City, mais à voir pour Elliot Anderson. Le Barça a activé l'option d'achat concernant le talent égyptien Hamza Abdelkarim de Al Ahly pour un deal permanent.
Donc voilà, le talent égyptien devrait bien être du côté du Barça la saison prochaine. Wow. Zion Suzuki est en liste parmi 3 gardiens pour signer du côté de Aston Villa après le départ, enfin le potentiel départ de Emiliano Martinez. Bon, il n'y a pas d'infos hyper intéressantes non plus. Ça, on en a parlé hier. José Mourinho s'intéresserait à un défenseur capable de jouer défenseur central et latéral gauche. Donc, il pense à Josko Gvardiol, hein, on en parlait, qui devrait potentiellement re-signer avec Manchester City, et Ricardo Calafiori du côté de Arsenal. Il n'y a aucun accord entre Com et le Real Madrid pour Gonzalo Garcia, malgré les reports. Gonzalo a reçu plus de 5 propositions pour des potentiels transferts et il réfléchit à la meilleure option. Ok. Kieran McKenna takes a break from football and leaves his job at Ipswich Town. D'accord. Marco Senesi vient de signer du côté de Tottenham et portera le numéro 5. Ok. José Mourinho va être présenté à la presse et au public en juillet après la Coupe du Monde. Ça paraît évident. Ok, 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 ok. Bon, pas plus d'infos que ça, les amis. Here we go! Kenneth Eichhorn a complété sa visite médicale pour devenir joueur du Bayer Leverkusen. C'est l'un des meilleurs talents en Allemagne. Pourtant, plusieurs clubs anglais et allemands étaient sur le joueur, mais c'est bien Leverkusen qu'il a choisi. 9 millions d'euros pour sa clause. Je sais même pas qui est ce joueur et où il jouait. Mais voilà, Kenneth Eichhorn du côté de Leverkusen. José Bordalas a signé un nouveau contrat avec Retafe. Ok. Barcelone ne va pas payer les 30 millions d'options d'achat pour Marcus Rashford, qui expire dans 5 jours. Rashford va retourner du côté de Manchester United et le Barça va trouver une autre solution pour signer un nouveau prêt pour le joueur. Ok. Tyrell Malacia et Casemiro vont officiellement quitter Manchester United. Ils seront agents libres. Casemiro devrait rejoindre l'Inter Miami pour un nouveau chapitre en MLS. On parlait de lui aussi du côté de Al Nasser pour rejoindre son compatriote, enfin son ancien collègue du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Merci à Refait de Miroir pour le follow. Bienvenue dans la communauté Atrix. Ça fait extrêmement plaisir. Merci, merci beaucoup. Si tu as des questions, des affirmations, n'hésite pas. Et merci pour les éclairs aussi, les cadeaux. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Je disais aussi, les amis, pour nous aider à faire évoluer ce média, hein, le média Hat-Trick, n'hésitez pas à venir nous follow sur Twitch. Hein. Sur Twitch, ça nous aiderait beaucoup qu'on soit de plus en plus. Donc si vous avez le temps de passer sur Twitch, hein, juste à follow, c'est gratuit sur Twitch, hein, ça nous aiderait énormément. Et après, évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube, les plateformes de podcast et tous les réseaux sociaux. Ça nous ferait énormément avancer pour que ce soit un média périn. Voilà. Et après, sur les autres infos, bon, il y en a pas énormément. Yves Bissouma va quitter Tottenham en tant que free agent. Pourquoi pas une opportunité hein, pour pas mal de clubs, Yves Bissouma. Alors, je pense pas qu'un club de haut standing, mais pour des clubs peut-être de Ligue 1 ou de milieu de tableau de Première Ligue, ça peut être pas mal. Ben Davis va signer un nouveau contrat jusqu'à juin 2027 avec Tottenham. Il lâche pas le steak, le bon vieux Ben Davis. Et après, sur les infos, on en a parlé hier. Donc voilà. Concernant les infos mercato aussi, info Flashcore, Manchester United estime Tonali à 70 millions de livres. L'AC Milan envisage une offre. C'est une info de Gene Jones pour Flashcore. La Serie A devrait être la prochaine destination de Sandro Tonali, mais des retards pourraient encore laisser la porte ouverte à des offres de Première Ligue. Manchester United fait partie des clubs les plus intéressés par le milieu de terrain de Newcastle, tandis que Manchester City et Arsenal sont également cités.
Selon les sources Flashcore, un retour en Italie reste depuis longtemps l'issue la plus envisageable pour Tonali, avec l'AC Milan et la Juventus parmi ses prétendants. Milan n'a toutefois pas encore nommé ni directeur sportif ni nouvel entraîneur, ce qui complique la possibilité d'avancer rapidement sur ce dossier. La Juve a une longue liste de priorités pour le mercato, et même si Tonali figure, rien n'a encore évolué. Cela signifie que l'international italien pourrait encore recevoir des offres d'autres clubs anglais cet été, mais tout dépendra du montant de son transfert. Newcastle sait que Tonali souhaite relever un nouveau défi, mais préférant le voir évoluer hors d'Angleterre plutôt que chez un concurrent direct. Dans ce contexte, les négociations avec les clubs anglais ne seraient pas simples. Manchester United a placé Tonali sur sa liste pour un été où le club devrait recruter 3 milieux de terrain. À ce stade, il semble que le club ne souhaite pas dépasser 70 millions de livres pour le faire. Merde, j'ai mis où ma bouteille? J'ai laissé là-bas. Ok. 70 millions de livres pour le faire venir à Old Trafford. Le problème, c'est que Newcastle valorise toujours le joueur à près de 100 millions de livres. Si le club ne revoit pas ses exigences à la baisse, Manchester United ne poursuivra pas le dossier. À ce stade, il paraît toujours pertinent d'attendre que Milan se positionne comme une destination crédible. On estime toujours qu'un accord reste possible et Tonali est prêt à patienter durant le début du mercato pour voir si la situation évolue favorablement. Donc à voir pour l'instant pour Sandro Tonali, on sait qu'il est en discussion, enfin qu'il y a des discussions aussi avec Manchester City, donc on suivra, hein, mais il devrait bien quitter Newcastle la saison prochaine. Plutôt que Sandro Tonali, j'aimerais bien voir aussi Bruno Guimaraes débarquer du côté de Manchester United, ça pourrait être pas mal. Donc là aussi, ça reste à voir. Du côté de la Première Ligue, ça bouge aussi avec le départ de Marco Silva du côté de Benfica et José Mourinho qui rejoint le Real Madrid. Ça laisse une opportunité pour Alvaro Arbeloa qui pourrait profiter de la nomination de José Mourinho au Real Madrid pour rebondir à Fulham. On le rappelle, Arbeloa, si je dis pas de bêtises, il a évolué du côté de Liverpool et même de West Ham lors des années précédentes. Enfin, lors de ces années de deux joueurs, pardon. D'après The Athletic, Fulham serait entré en contact avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, alors que les Cottagers cherchent un remplaçant à Marco Silva, parti au Benfica pour remplacer José Mourinho, nommé entraîneur du Real Madrid. Alvaro Arbeloa pourrait rapidement rebondir après son éviction du Real Madrid au terme d'un amusant jeu de chaises musicales. Arrivé en janvier à la tête du Real Madrid, l'ancien latéral droit espagnol de 43 ans n'aura passé que 6 mois sur le banc merengue avant d'être remercié le 9 juin. Pour le remplacer, le club madrilène a rappelé José Mourinho qui a donc quitté Benfica. Le club portugais s'est alors retourné vers Marco Silva pour prendre sa succession. Et l'entraîneur portugais qui venait lui-même de quitter Fulham après 5 saisons pourrait être remplacé par Arbeloa. Selon les informations de The Athletic, Fulham a en effet entamé des discussions avec l'ancien international espagnol en vue d'une éventuelle nomination. Une piste qui semble crédible pour le jeune entraîneur qui connaît déjà la Première Ligue. Il y a porté les couleurs de Liverpool 2007-2009 et de West Ham 2016-2017. Au cours de sa carrière de joueur, en plus de ses passages au Real Madrid et au Deportivo La Corogne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est plutôt pas mal. Bon rebond pour Alvaro Arbeloa hein, qui trouve un club de première ligue. Je pense qu'il n'est pas cramé pour le coaching grosse équipe. C'est juste qu'il faut qu'il rebondisse après ce passage compliqué, très compliqué du côté du Real. Mais bon, ça n'a pas été le seul. On a vu Xabi Alonso qui a pu rebondir du côté de Chelsea. Après, Xabi Alonso, il a quand même un meilleur palmarès en tant que coach que Alvaro Arbeloa. Mais voilà, plutôt pas mal comme rebond s'il finit du côté de Fulham. On va dans nos infos Ligue 1. Les infos Ligue 1. Déjà sur le niveau de dispositif de Ligue 1+, après on parlera potentiellement de l'Olympique de Marseille et du Havre. Ligue 1+, désormais seul diffuseur de la Ligue 1, dévoile les prix de son nouvel abonnement et son dispositif. Alors sur Twitch, je vous mets la petite vidéo et vient de passer de 1,1 à 1,3 million d'abonnés. Alors on va se refaire le point, on est allé un peu vite. Désormais, unique diffuseur de la Ligue 1. Ligue 1 Plus va naturellement étendre sa couverture de la Ligue 1 la saison prochaine, mais diffusera aussi la Ligue 3, ex-nationale. L'abonnement mensuel augmentera pour passer de 16,99 pour les abonnés de la saison passée et 19,99 pour les nouveaux souscripteurs. On le savait, Ligue 1 Plus sera le seul diffuseur de la Ligue 1 la saison prochaine. Il suffira d'un seul abonnement pour pouvoir suivre les 306 matchs du championnat de France. Une première historique, il faudra alors débourser 16,99 mensuel pour un réabonnement et 19,99 mensuel pour un premier engagement à chaque fois pour une durée de 12 mois.
La chaîne de la LFP promet toujours plus d'immersion dans les clubs, avec par exemple 8 documentaires en ce mois de juin, dont l'un sur la saison du RC Lens, sans compter une vingtaine de matchs de préparation des équipes de Ligue 1 connues à la fin du mois. Entre le 20 juillet au lendemain de la finale de Coupe du Monde et le 15 août, une semaine avant le coup d'envoi de la Ligue 1. Mon compte Twitch, c'est bien Attrick FR1, bien vu, mon cher reflet de mémoire, effectivement. Si vous voulez, je vous mets le petit lien du compte. Comme ça pourra nous aider. Hop, hop. Eh ben, merci beaucoup pour le follow. Pour le follow à B Manon 59 000 pour le follow. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous le mets dans le chat TikTok, comme ça m'aide beaucoup. Hop, Attrick FR1, n'hésitez pas. Merci beaucoup, les amis. Hop là. Bientôt, on espère atteindre bientôt les 50 followers. Et après, il faudra pas mal de visionnage. On va essayer de développer les lives, hein. On essaiera de faire des lives l'après-midi aussi pendant cette Coupe du Monde. Pour les lives le matin évidemment et les lives l'après-midi pour développer le compte Twitch. Mais pour avoir un gros dispositif lors de cette Coupe du Monde. C'est un bon contenu. Ben, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir, hein, les communications, enfin les chats, pardon. Ça change. Bah écoute, si ça peut te faire kiffer le foot encore plus, on essaye de continuer, hein, tous les matins, 10h, midi. Demain matin, je le répète, pour les lives, ça sera pas 10h midi, ça sera plutôt demain après-midi dans un système un peu différent que d'habitude. Mais, mais on va essayer évidemment d'être présent demain matin. Enfin, demain après-midi, pardon, demain après-midi, hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, pour finir sur cet article Ligue 1+, la sonorisation des décisions arbitrales. Au total, entre la Ligue 3, enseignement national qui débutera par 2 multiplex les week-ends du 8 et 15 août, et la Ligue 1, donc, ce seront 25 heures de direct assuré entre le jeudi soir et le dimanche soir, avec en clair l'avant et l'après-match de l'affiche du jour. L'une des grandes innovations de la saison est la généralisation de la sonorisation des décisions de l'arbitre. Quand ce dernier aura consulté l'écran du VAR en bord-terrain, il annoncera alors sa décision en direct pour le public et les téléspectateurs. L'objectif prévu par Ligue 1+, est de passer de 1,1 à 1,3 million d'abonnés sur la saison. 16,99 par mois pour tous les matchs, ça me paraît raisonnable, même si on peut toujours critiquer la qualité de certains commentaires ou la stratégie financière de certains clubs, ça ne peut pas être gratuit. Ouais, ça paraît plutôt raisonnable, hein, 16,99 pour tous les matchs de Ligue 1, peut-être qu'on s'est un peu habitué à 15 euros, mais bon, moi je trouve ça plutôt correct. Après, on connaît évidemment nos frérots de l'IPTV qui ont accès à peu près à tout. On continue sur les infos. Ligue 1, évidemment, il nous reste quoi? 10 minutes dans ce live, 10-12 minutes. Pendant que l'OM s'active pour recruter Bruno Genesio et reste dans l'incertitude quant à sa participation à la Ligue Europa, Habibeye est toujours là. Alors que les Marseillais doivent composer avec des incertitudes, ils travaillent. C'est dommage pour la Ligue 2 qu'elle soit pas diffusée. Alors, elle est diffusée, je crois qu'elle reste diffusée sur beIN, hein, si je dis pas de bêtises, la Ligue 2. C'est juste qu'elle sera pas sur Ligue 1+. Donc je disais quoi? Oui. Alors que les Marseillais doivent composer avec des incertitudes, ils travaillent sur la venue de Bruno Genesio. Pardon. De Bruno Genesio, mais n'ont pas lancé de discussion contractuelle avec l'entraîneur en place, Habibeye, qui se projette sur la saison prochaine. Un article d'Anthony Clément pour l'équipe. Après une saison traversée dans l'agitation permanente entre crise profonde et prise de parole électrique, l'OM fait l'étrange découverte du calme et du silence. Depuis l'officialisation de l'arrivée du directeur sportif Grégory Lorenzi, le 28 mai, il ne se passe pas grand-chose de concret au club, suspendu à la décision de l'UEFA qui prend le temps d'examiner ses comptes en piteux état, quitte à prolonger l'incertitude autour d'une éventuelle exclusion de la Ligue Europa.
Ce n'est pas rien et c'est un vrai souci pour les dirigeants marseillais qui voulaient boucler rapidement la nomination d'un nouvel entraîneur. Après avoir discuté avec Christophe Galtier, ils ont choisi Bruno Genesio et les négociations ont déjà été très approfondies. Mais elles ne sont toujours pas finalisées, comme expliqué la semaine dernière dans nos colonnes. Quelques points de désaccord subsistent et l'ancien entraîneur lillois attend aussi de savoir s'il pourra disputer une compétition européenne. Toujours pas de date de reprise fixée. Sur ce sujet, les Olympiens sont autant dans l'inconnu que lui, car l'UEFA leur a seulement parlé d'une échéance mi-juin, alors qu'une issue pouvait être espérée dès mercredi. Il faut donc patienter, et c'est ici qu'on se rappelle que l'OM a toujours un entraîneur sous contrat jusqu'en 2027, après avoir été engagé en février. Il s'appelle Habib Beye, et seuls les médias lui apprennent que sa situation à Marseille est plutôt compromise. Aucune discussion sur une résiliation de contrat n'a été lancé par sa hiérarchie et il travaille donc avec son staff en vue de la saison prochaine. Il a envoyé un programme de reprise au coordinateur sportif Aziz Madi Mogne et des échanges ont aussi concerné les séances d'entraînement et les matchs amicaux. Ces thèmes ont également été évoqués avec sa direction sans que son départ ne soit évoqué. Si Bruno Genesio était finalement refroidi par une exclusion de la FIFA, il y a donc un monde où Bay serait toujours en poste pour la reprise de l'entraînement qui n'a pas encore été précisément fixée. Elle se tiendra entre le 3 et le 6 juillet à la commanderie, dans un stage aux Pays-Bas, et le club prévoit aussi d'organiser le traditionnel match de gala au Vélodrome pour clore la préparation, une semaine avant le début de la Ligue 1, le 22 août contre Strasbourg. Greenwood aussi dans l'attente. Il s'agit déjà d'une certitude au milieu du flou, qui n'empêche pas Lorenzi de se multiplier sur d'autres dossiers. Comme un passage devant la DNCG est aussi prévu avant la fin du mois, le directeur sportif sait que son vaste chantier passe d'abord par des ventes importantes, et des discussions ont été ouvertes avec Mason Greenwood et son entourage. Sous contrat jusqu'en 2029, l'attaquant anglais 24 ans est la plus belle valeur marchande du club, qui devra toutefois céder 40% du montant du transfert à Manchester United. Même si un candidat à la présidence de Fenerbahçe finalement pas élu, avait fait de lui une promesse de campagne, Greenwood ne croule pas sous les prétendants en raison de son profil, assombri début 2022 par les accusations de violence et de tentative de viol par sa compagne qui a retiré sa plainte en février 2023. L'AS Rome le convoite le plus fort et il est très intéressé par cette destination, mais le club italien, également à la recherche de liquidités en juin, n'est pas en mesure de dépenser tout de suite les 50 millions demandés. Pour lui, comme pour l'UEFA et l'entraîneur, l'OM est donc bien obligé d'apprendre la patience. Donc patience du côté de l'Olympique de Marseille. Bon, il n'y a pas plus d'infos que ça, à part que Habib Beye travaille sur la suite de son aventure à l'Olympique de Marseille, même si ça paraît compromis pour lui, hein. Au moins, il est sous contrat. S'il y a des difficultés pour l'Olympique de Marseille, il restera. Ça serait terrible quand même qu'il reste un peu en choix par défaut du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on suivra ça de près. On parle d'un autre club de Ligue 1, Le Havre qui voit sa situation s'éclaircir avec pas mal de choses. Levée des mesures de la DNCG, arrivée de Dembaba, prolongation à venir de Didier Digard, Le Havre prêt à ouvrir une nouvelle ère. Alors que la DNCG a levé ses mesures restrictives, Le Havre s'apprête à lancer avec la nomination de Dembaba comme directeur du football et la prolongation de Didier Digard une ère nouvelle, plus ambitieuse. Un article de Hugo Delhomme et Loïc Tanzi pour l'équipe. Les supporters du HAC étaient plongés depuis le 17 mai le départ de Mathieu Baudemer, architecte du projet normand depuis 2022, dans une mer de doute. Tous n'ont pas été levés, mais les fans du club doyen peuvent mesurer avec plus de précision ce qui les attend dans les prochains mois. La journée de mercredi marquée dans un premier temps par la levée des mesures restrictives à l'égard du HAC par la DNCG a été ensuite jalonnée d'informations sur le futur du Havre à très court terme. La première, sans doute la plus attendue, concerne le propriétaire Blue Crow, comme s'il avait annoncé dans un communiqué le 2 juin, et décidé à s'investir davantage dans le projet normand, en amenant des garanties financières permettant un développement des infrastructures et le financement de quelques mouvements. La vente de Leganés va permettre à Blue Crow de se concentrer sur le hack, détaille un acteur du dossier. C'est dans ce contexte rassurant que Jean-Michel Roussier, qui a prolongé son contrat également, a entamé la vaste réorganisation dans l'esprit du patron du hack. Le changement d'organigramme passé par le recrutement de professionnels expérimentés avec un ADN formateur qui collait avec celui du club. Démimé Roussier a initié des échanges avec Dembaba, le président délégué de Dunkerque.
Un profil apprécié sur le marché qui a fait ses preuves en construisant avec le club nordiste une plateforme sportivement ambitieuse. Il avait notamment disputé les playoffs d'Accession en 2024-2025, capable de développer des actifs et une culture du haut niveau. Ba arrive avec des garanties et deux hommes forts. L'ancien attaquant de Chelsea, très proche du propriétaire de l'USLD, n'entendait pas partir pour rejoindre un club de Ligue 1 sans vision à moyen terme. Très vite séduit par le projet, Ba, après des semaines d'échanges avec Roussier et les propriétaires, a obtenu des garanties sur le renforcement des infrastructures et sur les moyens mis à disposition. Il arrivera dans le club normand avec Romain Decool, dont le travail de recrutement a été reconnu à Dunkerque, et Quentin Rosier, ancien dirigeant du Paris FC. Ce trio devra nourrir un modèle s'appuyant sur la formation et le développement de jeunes talents, avec une phase de développement accélérée. C'est tout l'enjeu des prochains mois. Roussier n'entendait pas pour autant tout bouleverser dans l'organisation qui a conduit ces 2 dernières années au maintien et avait fait de la prolongation de Didier Desgard un objectif prioritaire. Il y est parvenu. Didier Digard va prolonger sur le banc du Havre. Le technicien sollicité par au moins 2 clubs français depuis un mois devrait rapidement prolonger pour 2 ans. L'aboutissement d'une réflexion de plusieurs semaines. Digard, usé par 2 années de maintien, ne souhaitait pas étirer son bail sans avoir de visibilité sur le projet à moyen terme. La nomination de Dembaba qu'il connaît depuis des années et dont il a suivi le travail à Dunkerque, ainsi que les échanges avec l'actionnaire l'ont rassuré sur la capacité du club à lancer une ère de développement au-delà d'efforts sur les infrastructures, salles de réunion, terrain. La cellule performance devrait aussi être largement renforcée. Après, évidemment, on verra si Blue Crow va mettre les moyens pour que le Havre se développe, hein. Ça a été très compliqué la saison dernière, hein, pour faire du recrutement. Donc à voir, hein, si le Havre peut se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà pour les infos Ligue 1, il nous reste quoi? 3 minutes, on avait un dernier article sur le championnat chinois, qui est à la dérive et je pense qu'on finira sur ça les amis. Je le répète, hein, si vous avez des dernières questions, des dernières, choses à dire sur ce live, n'hésitez pas, hem, à venir, en discuter avec nous. Star disparu, salaire plafonné, sélection à la peine, pourquoi le football chinois est-il à la dérive? La Chine a un temps investi massivement dans le football, mais n'est pas parvenue à devenir une nation de premier plan dans ce domaine. La Super League a vu son influence décliner, tandis que son équipe nationale, qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, continue de marquer le pas. Un article de Timothée Thomas Collignon, une feuille de route de 14 pages élaborée par les ministères des Sports et de l'Éducation ainsi que la Fédération chinoise de football en 2016 fixait l'objectif de faire de la Chine une grande nation du football mondial d'ici à 2050. Grand amateur de ballon rond, Xi Jinping, le président chinois, allait encore plus loin en rêvant de voir le pays qu'il dirige depuis mars 2013 soulever la Coupe du Monde à l'horizon 2049 pour le centenaire de la République populaire. 10 années ont passé et après avoir offert des ponts d'or à Carlos Tevez, Hulk ou Oscar, dans une stratégie qui ressemble à celle déployée plus tard par l'Arabie Saoudite, la Super League chinoise est retombée dans un relatif anonymat. Son leader actuel, Chengdu Rongsheng, est un club fondé en 2018 à une époque où l'euphorie des dépenses commençait déjà à s'essouffler. Quant au joueur le mieux payé, le mieux valorisé du championnat, le brésilien Kritzan, 29 ans, sa valeur est estimée à seulement 4 millions d'euros. Ce retour en arrière forcé est d'abord lié à la pandémie de Covid-19 qui a frappé les grands groupes privés chinois, souvent issus du secteur immobilier, qui détenaient ou détiennent encore la majeure partie des clubs. Le Guangzhou FC, double champion d'Asie, en a payé le prix fort, puisqu'il a disparu après avoir fait faillite comme le Jiangsu Suning ou le Tianjin Tianhai. Pardon. Le Covid a fini d'achever une situation déjà délicate, analyse Jean-Baptiste Guigan, spécialiste en géopolitique du sport. Le marché est mort, il n'y a plus d'argent, extrapole Ethan Lee, traducteur travaillant régulièrement avec des clubs, joueurs et entraîneurs en Chine. Ces déboires financiers ont entraîné des retards de salaire chez les joueurs de certains clubs. Ça a nu à notre réputation, qui est aujourd'hui mauvaise, observe Xiang Gao, un agent qui navigue entre la Chine et l'Angleterre. Donc certains joueurs ont peur de venir. Les salaires ont aussi fondu, là où Carlos Tevez percevait 38 millions d'euros en 2017, les joueurs étrangers sont désormais soumis à un plafond salarial fixé à 3 millions d'euros brut annuel. C'est ce que touche aujourd'hui Valérie Kazaïchvili et Leonardo, les deux joueurs les mieux rémunérés du championnat. Des lacunes sur le plan sportif. Tu m'étonnes. L'argent n'explique pas tout. Malgré des affluences convenables, entre 25 000 et 30 000 spectateurs en moyenne par rencontre, la compétitivité du championnat est remise en cause. Arrivé en Chine en 2019, Pedro Delgado, portugais naturalisé chinois qui évolue au Shandong Taishan, a observé une baisse de niveau. Quand je suis arrivé, le niveau de jeu était bien meilleur parce qu'il y avait deux super joueurs étrangers, raconte-t-il.
Et tu ne sors pas de et tu ne sors pas de l'entraînement en te disant: «On a fait un très bon entraînement, il nous en faut plus». Le Français Ibrahim Amadou, qui a rejoint la Chine en provenance d'Angers en 2023, corrobore ses propos. Si tu ne fais pas du travail supplémentaire, tu peux vite te mettre au rythme des locaux. Mais il faut plus de rigueur, plus de responsabilité individuelle. Tactiquement aussi, il y a beaucoup de choses à améliorer. Pour l'agent Xiang Gao, la Chine a raté un virage que ses voisins ont su négocier. Beaucoup de jeunes joueurs auraient pu partir en Europe, mais ils sont restés en Chine en raison des salaires élevés. Pendant ce temps, les Japonais et les Coréens ont franchi le pas. Aujourd'hui, on voit la différence, à de rares exceptions près, comme Wu Lei, qui a évolué à l'Espagnol Barcelone en 2019 à 2022, avant de retourner en Super League. Les footballeurs chinois évoluent essentiellement dans leur championnat national. Mais certains comme Boao Wang, 20 ans, attaquant de Den Bosch, en deuxième division néerlandaise, sautent le pas. C'est mon rêve de jouer ici, malheureusement on n'a pas vraiment d'exemple de réussite, donc c'est difficile de s'y imaginer. Explique-t-il. Ses premiers mois aux Pays-Bas lui ont permis de mesurer l'écart avec la Chine, le tempo et l'intensité sont bien au-dessus, ici, assure-t-il. Tu dois aussi prendre soin de ton corps, être professionnel de ton côté. En Chine, le coach ou le club te donne toutes les consignes. Des profils comme le sien restent toutefois rares malgré 1,4 milliard d'habitants. L'équipe nationale chinoise s'appuie exclusivement sur des joueurs de Super League. Résultat, elle a terminé 5e de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde, derrière le Japon, l'Australie, l'Arabie Saoudite et même l'Indonésie, et manquera un mondial pour la 6e fois de rang. Donc voilà, déclin du championnat chinois. On a fini pour aujourd'hui, les amis. Ça fait 2 heures et 3 minutes qu'on est en live. Il est midi 12. Donc, on va s'arrêter là. Alors, ça n'a pas été le live le plus positif qu'on a fait récemment. Mais bon, c'était cool, hein. On est quand même, malgré toutes les infos négatives, euh, malgré toutes les infos négatives, on est plutôt heureux de voir démarrer cette Coupe du Monde, hein, Coupe du Monde 2026. 48 équipes, beaucoup de matchs la nuit, beaucoup de matchs très tôt le matin, très tard le soir, bref, comme vous voulez. Mais en tout cas, je suis très heureux, très hypé quand même par cette Coupe du Monde, en espérant que la France fasse un gros résultat. Et on verra les débuts dès ce soir. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Je le rappelle déjà, pour demain, le live sera plutôt l'après-midi, si j'arrive à le faire. Sinon, on se retrouvera lundi pour discuter de l'actualité football, évidemment, des premiers matchs de la Coupe du Monde. Et on se tient au courant. En tout cas, merci à tous d'avoir follow. N'hésitez pas à revenir, que ça soit sur TikTok, sur Twitch, à me follow aussi sur ces deux plateformes. La chaîne YouTube, les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Thread, X, Facebook, Tutti Quanti. Donc merci à tous d'avoir été présents. Merci à Reflet de Mémoire aussi pour les cadeaux, ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui sont venus discuter dans le chat, même ceux qui étaient là sans parler, merci à tous. On se retrouve bientôt les amis. Passez un bon appétit, une bonne fin de journée, un bon week-end si on se revoit pas. Et on se retrouve bientôt. Ciao les amis, ciao ciao.